Ça fait grand plaisir de vous accueillir ici ce midi. C'est le dernier événement avec la chorale cet après-midi qui se fait à l'église Sainte-Thérèse. C'est notre dernier événement. À la suite de ce forum débat, ce sera la clôture du festival. Mais pour vous présenter, avant de vous présenter chacun de nos conférenciers, je vais demander à M. le maire Camille Lupien, qui est à la fois le président d'honneur de notre festival, de venir vous adresser quelques mots. Puis à la suite de ça, je vais vous donner des nouvelles de la traversée du lac à ski de fond. Puis ensuite, on va commencer le forum débat. M. Lupien. Merci. Excusez, je vous tourne le dos. Apparemment, la plus belle partie d'une bête, c'est le dos. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Il me fait plaisir, bien sûr, comme maire de la ville de l'Olbeau, et également aussi comme président d'honneur du premier festival de l'environnement, Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on peut dire même en province de Québec. Alors, je pense que, en tout cas, ce que j'ai vu à venir à date, c'est un succès complet. Et je peux faire autrement que féliciter Denis Trottier comme président. Je sais qu'il y avait Annie Tremblay qui vient d'arriver de ski, en tout cas. Tout ce monde-là, comité organisateur, je pense qu'il mérite nos applaudissements. Ça a été réellement du bon travail et quelque chose de sensationnel. Denis et ton groupe, merci. Alors, comme je ne suis pas le conférencier, je vais faire très vite. Simplement, pour vous souhaiter la bienvenue, j'ai vu de mes collègues du monde municipal tout à l'heure, M. Laprise de Saint-Félicien, maire, M. Laurando, qui se cache un peu là-bas, là, maire de Saint-Thomas. Il y en a peut-être quelques d'autres du monde municipal. Je voudrais pas, là, je commence à en nommer, on va en oublier. Et également toutes les personnalités qui ont pris la peine de se déplacer ce midi. Et j'ai eu un bref rencontre avec les invités que vous avez en avant. Et je peux vous dire qu'ils sont des plus intéressants. Moi, on m'a promis un discours de 2 minutes chacun ce matin, et c'était très bon. Alors, avec une demi-heure chaque, on devrait être satisfait. Alors, à tout le monde, les dames et messieurs, merci. Bienvenue à ce forum. Et bien sûr, qui est animé par nul autre qu'un, on pourrait dire un fils, c'est un fils de paroisse, un fils de la ville, M. Jérôme-Marie Boivin, à laquelle je souhaite la plus cordiale bienvenue dans sa localité. Et bien sûr que je disais ce matin, son père, on travaillait ensemble à l'industrie et j'avais beaucoup de conseils à lui demander et il me disait toujours bien rendu. Et M. Boivin a dit qu'il était dans une famille de 10 enfants. Alors, c'est pour vous dire que dans ce temps-là, il y avait de l'environnement, mais il fallait la pratiquer. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi et sans plus de préambule, je vous repasse Denis qui a quelques mots à vous dire. Merci, bienvenue. Simplement quelques mots sur la traversée du lac. Les gens sont tous arrivés ce midi. Je peux vous dire que les gens ont bien apprécié, sauf qu'il y en a qui ont eu froid. Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont moins bien dormi. Mais je pense que chacun était très satisfait. Il semble que c'est passé d'une manière assez extraordinaire. C'est une expérience, semble-t-il, inoubliable. La seule chose qui est arrivée à quelqu'un qui a eu un problème d'urticaire, il y a eu des enflements, à ce moment donné, une allergie quelconque. Je ne sais pas si c'est les mouches, là, mais peut-être une nouvelle variété. En tout cas, ça s'est très bien passé, en tout cas, et je pense que c'était une activité très intéressante du festival qui va sûrement être repris l'an prochain. À tout le monde, bon après-midi, et je cède la parole maintenant à Gérard Marie, qui va nous présenter chacun des conférenciers et qui va animer ce débat forum. Merci, puis bon forum. Merci. Alors, bienvenue. Je vais présenter tous les invités. Puis tout à l'heure, on était dans une suite ici où on a mangé ensemble et on s'est préparé un petit peu. Et évidemment, le débat, comme d'habitude, a commencé autour de la table. Et il y a eu une remise en question où alors on s'est interrogé à savoir qu'est-ce que c'était que le développement durable. Il y a un petit concours, un petit défi qui a été lancé à tout le monde d'essayer de le définir de façon rapide. Alors, je proposerai à chacun de proposer peut-être avant son exposé ou sa discussion, parce que j'essaierai d'intervenir aussi. Et évidemment, après, on vous laissera plein de temps pour que vous interveniez et qu'on puisse échanger. C'est peut-être là le plus intéressant de cette rencontre-là. Mais je leur demanderai de nous proposer rapidement, normalement lapidairement, de façon lapidaire, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Bon, je vais vous présenter d'abord celui que vous connaissez peut-être le plus parce qu'il est très, très inscrit au cœur de cette région-ci, notamment au cœur de ce débat-là sur le développement durable.
Et je pense que cette communication va vous permettre de mieux comprendre ce qu'est ce projet-là de région laboratoire pour le développement durable et pour l'avenir en général. C'est Claude Villeneuve. Inutile, je pense, d'insister trop, mais comme il a travaillé très fort pour avoir ces titres-là, je vais les répéter devant vous. Inscrit au doctorat en didactique des sciences à Laval. Il est biologiste au Centre écologique du Lac-Saint-Jean, professeur en sciences au Cégep à Saint-Félicien depuis 1976. Il est responsable de la recherche biosphère, ressources et sociétés de l'Université du Québec à Chicoutimi pour l'UNESCO et président d'un groupe de recherche sur le développement soutenable de l'université, justement. Bon, évidemment, il est très impliqué au niveau de l'UNESCO. Il a participé à de nombreuses publications. Il a même signé un livre sur l'effet de serre, d'après ce que j'ai entendu ce matin. Alors, je vais lui demander tout de suite de nous définir ce que c'est pour lui, le développement durable, et même que Claude contestait peut-être un petit peu l'orientation qu'on avait en tête par rapport à ce débat-là, c'est-à-dire ton inquiétude par rapport au fait qu'on discute ici d'économie, de développement économique, et qu'on semble limiter à ça, le développement durable. Puis à part ça, ben, tu parles. Puis je vais peut-être t'interrompre si je ne comprends pas. Bon. Alors, c'est tout un défi. Surtout de casser la glace comme ça. Bon, ma définition du développement durable, la plus simple que je puisse donner, c'est que c'est simplement de prendre nos responsabilités et de faire une gestion bon père de famille de ce qu'est notre environnement, de ce que sont nos ressources. Il ne faut pas oublier que toutes les ressources dont on dispose, qu'elles soient minérales, végétales ou animales, eh bien, elles nous proviennent essentiellement de notre environnement. Et que toute l'économie sur laquelle on pense baser nos richesses, c'est en fait tout simplement de donner des valeurs d'échange à des ressources qui sont prises dans notre environnement. Et qu'aucune économie ne peut se faire si elle n'est pas dirigée vers une amélioration et un développement de la société. Et cette amélioration, ce développement-là, bien, c'est pour le mieux-être des individus d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Donc, un peu comme un bon père de famille le fait, il y a d'abord le travail qu'il doit accomplir, c'est-à-dire que généralement, même si ça ne lui dit pas de se lever le matin, il faut qu'il aille au boulot parce qu'il y a des responsabilités. Ensuite, quand il reçoit la rémunération économique de son travail, eh bien, il en met une partie pour payer l'épicerie, pour que sa famille puisse manger. Il ne va pas tout boire au bistrot, puis ensuite ramener le reste à sa famille, même si ça lui ferait bien plaisir d'aller tout boire au bistrot. Et puis, c'est aussi quelqu'un, ce qu'on appelle un bon père de famille, quelqu'un qui prévoit, c'est-à-dire qui va mettre de côté des sous pour l'éducation de ses enfants, pour leur permettre d'avoir plus de chances de faire une vie satisfaisante et de qualité. Donc, en fait, lorsqu'on parle de développement durable et qu'on sort des grandes formules, on met tout simplement des fleurs autour de ce vieux concept-là. Et ce qu'on fait aujourd'hui, quand on parle de développement durable, eh bien, c'est qu'on se révolte contre les prévisions qui sont faites de la façon dont nous gérons notre environnement pour le futur. Beaucoup de gens, depuis les années 60, nous promènent le spectre des catastrophes. Je pense que ce n'est pas en disant qu'on va couler qu'on va sauver le bateau. Mais le but du développement durable, eh bien, c'est de dynamiser les gens pour qu'ils se mettent à ramer tous ensemble, pour qu'on s'en sorte collectivement. Parce qu'il n'y a pas un ou deux individus qui vont s'en sortir de la crise écologique actuelle. C'est tout le monde qui va s'en sortir ou tout le monde qui va y rester. J'aimerais, Claude, que tu me dises pourquoi la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un site idéal, parce que c'est quand même les bases de votre projet. Ben oui. Et c'est des choses qu'on sait sans parfois y penser. Pourquoi on est idéalement un microcosme intéressant pour faire ça? On est intéressant parce qu'on dispose, purement par accident, de 3 unités, un peu comme dans le théâtre antique ou dans le théâtre classique qu'on apprenait au séminaire dans le temps. On nous disait que ça prenait une unité de temps, une unité de lieu, puis une unité de personnage. Eh bien, aujourd'hui, on a 3 unités qui se retrouvent dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui nous permettent d'espérer en faire un laboratoire. Dans un premier temps, on a une unité écologique qui est le bassin versant de la rivière Saguenay. Ce bassin versant-là, c'est toutes les eaux qui se déversent dans le Saguenay, qui couvrent un territoire de 87 000 km². Donc, c'est une grande unité dans laquelle il y a des ressources naturelles.
dans laquelle ça fait 150 ans qu'il y a une population qui exploite ces ressources naturelles-là et qui a envie, et dans laquelle on commence à voir que la façon dont on a exploité les ressources naturelles, ça ne pourra pas durer encore 150 ans. Donc, c'est une première unité, l'unité écologique. On a ensuite de ça une unité administrative. Curieusement, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, telle qu'elle est définie par les gouvernements ou telle qu'elle est définie par les compagnies ou telle qu'elle est définie par tout le monde, c'est la même région Saguenay-Lac-Saint-Jean que le bassin versant. Donc, la région 02, elle couvre un petit peu plus grand que le bassin versant du Saguenay, mais tout le bassin versant du Saguenay. Ce qui fait qu'on est responsable, au point de vue économique, au point de vue administratif, de tous les mauvais coups qu'on fait dans l'environnement, mais aussi on est responsable, et on peut être responsabilisé de tous les bons coups qu'on va faire dans l'unité écologique. Donc, on a cette unité administrative, unité écologique, et ensuite de ça, on a une autre unité, c'est l'unité de population. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 300 000 personnes qui vivent ici, ou à peu près, ce sont des gens qui se reconnaissent entre eux, un peu par leur accent, bien sûr, aussi par le fait qu'on reconnaît deux gars du lac, parce que même s'ils sont sur le bord du lac Léman ou du lac Titicaca ou de n'importe quel lac, quand ils parlent du lac avec un grand L, c'est du lac Saint-Jean qu'il s'agit. Puis deuxièmement, quand deux personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean se rencontrent, ils cherchent de la parenté. Ça, c'est des éléments peut-être qui sont caricaturés, mais qui font qu'on a une certaine habitude dans la région de se reconnaître entre nous. On est un peu comme les Gaulois, il n'y a peut-être pas plus d'esprit de clocher ailleurs dans le monde qu'il y en a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais quand vient le temps de faire front, on oublie nos querelles de clocher, puis on se tient la main, on se met l'épaule à la roue. Or, cette tradition-là, qui est encore très présente dans la population, c'est la troisième unité. Cette unité humaine dans laquelle les gens souhaitent que ça aille mieux pour tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sont capables de s'embarquer collectivement dans des projets. Alors, c'est les trois unités qui font que notre région, en plus, elle est isolée au point de vue géographique, tant mieux, ça nous évite des mauvaises influences de l'extérieur. On n'est pas pollué par personne, mais on est pollué en Moses par nous-mêmes. Donc, on a un travail à faire, mais on peut jouir des résultats. Alors ça, ce sont tous des éléments qui nous permettent de penser que la région peut être un laboratoire. Parce que dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on isole des facteurs extérieurs, un petit morceau d'univers, et on y fait des observations en faisant varier un ou le moins possible de paramètres. Et si on fait varier peu de paramètres, à ce moment-là, on est capable de dire, oui, c'est à cause de cette action-là qu'on a ce résultat-là. Et donc, c'est ce qu'on peut essayer de faire dans la région, parce qu'on est capable de calculer tout ce qui entre et tout ce qui sort. Puis on sait qu'actuellement, il en sort beaucoup plus qu'il en entre. Et on sait aussi que toute l'économie de la région est basée sur une diversité de ressources naturelles qui sont tous plus ou moins en danger. Tu as parlé ce matin à l'Hôtel de Ville d'une bonne nouvelle. Tu disais, si vous regardez le journal, c'est dans le Progrès Dimanche aujourd'hui, on offre maintenant une job, c'est vraiment une job, là, ça va être une grosse job. Un emploi. De directeur général, plus ou moins, de ce projet-là. Donc, le projet n'est pas juste au stade de la discussion. Pour les gens qui écoutent ici et qui se demandent qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va faire la corporation ou l'unité de développement durable dirigée par quelqu'un, qu'est-ce que ça va avoir comme application directe que la région soit déclarée ou qu'on décide que c'est un laboratoire, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce laboratoire-là par rapport à l'avenir? Et ça va être à peu près ma dernière question parce que le temps... Oui, je vais y aller très rapidement. En fait, bon, comme vous le savez, le projet a suivi toute une démarche qui a commencé avec les États généraux de l'environnement en 88, qui s'est traduite par des publications, le livre Pour que demain soit, toujours avec l'action du CRE, l'action du CRCD. Aujourd'hui, on est rendu au moment où on a une structure qui va être fonctionnelle, le secrétariat au développement durable, et qui va engager un directeur général, une personne qui va avoir éventuellement à travailler avec d'autres employés sur les projets et la coordination des projets. Parce qu'essentiellement, ce qu'il faut pour que la région soit une région laboratoire, c'est qu'on y essaie des choses. Et y essayer des choses, ça veut dire y tenter des expériences parce qu'on est capable d'évaluer ces expériences-là. Donc, on a besoin d'accueillir
dans la région laboratoire, des projets qui viennent de la population et qui viennent aussi de gens de l'extérieur qui veulent tester des choses. Et c'est à mesure que ces projets-là seront publicisés, que ces projets-là seront des succès, qu'on pourra définir ce qu'est réellement le développement durable et définir aussi c'est quoi les lois fondamentales qui font qu'une expérience de développement durable est du développement durable. Et donc, c'est ce directeur général ou cette directrice générale, je l'espère, qui aura le rôle de représenter finalement le point de chute pour les idées et de redistribuer aux gens les contacts, le réseau d'influence qui seront nécessaires pour permettre de réussir ces expériences-là. Il y en a eu des projets qui ont été présentés à l'heure actuelle. Ces projets-là sont en cours. Il y a des projets de toute nature. Il y en a qui impliquent l'industrie, d'autres impliquent le monde scolaire. Et plus il y aura de projets, plus la région sera crédible comme région laboratoire. C'est un processus qui commence, mais c'est un processus qui ne peut pas se faire sans l'implication de tout le monde. Le Festival de l'environnement est un exemple d'une des choses qui peut faire de la région une réelle région laboratoire. Si à chaque année, on se retrouve dans un endroit où on peut, avec une vision positive, développer notre vision de ce qu'on voit comme nouvelle relation entre l'homme et l'environnement dans la région, bien, si on fait ça à chaque année, on aura institutionnalisé une période dans laquelle la population est invitée à la fois à éduquer et à s'éduquer et à se donner des défis pour l'année suivante. Et c'est pour ça que le Festival de l'environnement devrait durer, devrait se reproduire annuellement. Merci, Claude. Tu as parlé de gens de l'extérieur à qui on devra prouver qu'on est sérieux dans notre expérience. Bien, le prochain invité que je vais vous présenter, c'est le Dr Malcolm Hadley, qui est zoologiste de formation, qui est du Royaume-Uni. Un accent charmant, vous allez le voir, qui est coordonnateur scientifique de la division de la productivité terrestre au Programme international de biologie de l'UNESCO à Paris. Alors, à ce titre, il a travaillé à toutes sortes de choses. Il est membre de la British Ecological Society, de l'Ecological Society of America. Alors, il a des antennes un petit peu partout. Et tout à l'heure, il me disait que ce qu'il avait l'intention de faire au cours de son intervention, c'est de comparer un petit peu ce qu'on veut faire ici dans ce projet-là de développement durable, qui est, je pense, dans le vocabulaire de l'UNESCO. L'UNESCO, vous savez, c'est cet organisme des Nations Unies qui s'occupe d'éducation générale. Alors, il va peut-être comparer ou nous dire les choses qui se font dans ce domaine-là à l'extérieur de notre région à nous, parce qu'on est assez loin d'autres pays où il a la chance, lui, d'aller. Alors, Dr Hadley, je vous le présente tout de suite. Et en même temps, je ne sais pas si vous êtes capable de nous donner une définition du développement durable, docteur. Bon, premièrement, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire que mon accent affreux était charmant, mais merci quand même. Je pense que vous vivez beaucoup à Paris. Nous, on accepte les différences. Alors, je ne sais pas si je peux offrir une définition du développement durable beaucoup différente que celle présentée par Claude. Mais si on dit que peut-être c'est l'idée qu'il faut qu'on essaie de vivre avec ce qu'on produit, qu'on devrait éviter le gaspillage du capital dans le sens de ressources naturelles que nos parents nous donnent. Bien sûr, ça ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser cette capital, ces ressources, mais il faut essayer d'utiliser ces ressources qu'on reçoit de nos parents dans une forme que c'est un investissement vers l'avenir. La phrase environnement durable était un peu prise par une commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement, une commission Brundtland, qui était nommé après le premier ministre norvégien, qui était la présidente de cette commission. Depuis le rapport de cette commission, il y a 2 ou 3 ans, les définitions qu'ils ont posées là-bas ont suscité beaucoup de réactions à part des gens. Et on voit dans tous les journaux spécialisés, dans la presse populaire, toute une gamme de différentes définitions. Et une étude faite par la Banque mondiale il y a 1 an a fait
une compilation de 70 définitions de développement durable. La plupart, les variants sur la même idée. Mais le fait qu'il y a 70 définitions ont déclenché quelques gens à dire, bon, il y a tellement de définitions de choses, alors ça c'est un concept qui n'est pas valable. Comment on peut avoir un concept que c'est impossible à définir? Bon, mais je crois qu'il faut répondre à ce type d'argumentation que le développement durable, c'est basé dans les différentes perceptions. C'est basé sur les différentes valeurs, les différentes cultures. Nous sommes dans ce monde, nous appartenons à toute une gamme de différentes cultures. On a des différentes perceptions, des différentes valeurs. Et je crois que ça, c'est un grand atout pour nous tous, que nous sommes différents, qu'il y a cette diversité. Mais je crois que acceptons que le concept est un concept basé sur les différentes conceptions, peut-être il ne faut pas chercher trop loin d'avoir une définition acceptée par tout le monde. On sait peut-être le grand ligne, mais c'est impossible d'arriver avec une définition acceptée par les gens qui habitent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Peut-être une autre façon est de voir les choses, et peut-être c'est mieux d'identifier les choses qui sont les indications de développement non durable. Et si nous sommes capables d'identifier les manifestations d'un développement non durable, qu'est-ce qu'on puisse faire ensemble d'essayer d'éliminer, d'améliorer les situations, les indications d'un développement non durable? Et si je peux vous indiquer 2 ou 3 exemples de différents parts du monde où les autres groupes des individus sont réunis ensemble d'essayer d'améliorer la situation où ils se trouvent et où ils se vivent. Un premier exemple vient de l'Europe, dans les Alpes de la Suisse et d'Autriche, où, comme vous le savez, l'économie locale était depuis des siècles basée sur une agriculture et une foresterie alpin. C'est le fermier de haute altitude qui a fait marcher le pays, qui a produit la richesse des Alpes européennes. Depuis la fin du siècle dernier, il y a un développement plutôt lié avec le tourisme et surtout les derniers 20 et 30 ans. Le résultat est qu'on a vu toute une escalation des bâtiments, des hôtels, les chalets, les deuxièmes maisons. On a vu toutes les constructions des pistes pour le ski, avec tout ce que ça implique pour monter en eau. En même temps, il y avait un phénomène d'émigration des fermiers qui sont allés de la ferme vers la ville pour chercher l'emploi, pour chercher les choses qu'on cherche dans les villes. Alors, la situation est devenue si critique dans quelques pays que les populations locales, les municipalités, a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans notre vallée? Ici, nous sommes plus riches qu'il y a 10 ans. On a tout ce développement qu'on voit autour de nous en termes des nouveaux bâtiments et tout ça, mais est-ce que nous sommes vraiment plus heureux? Est-ce que le pays, l'environnement où on habite, est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que même sur le plan économique, est-ce que le type de développement où nous sommes en train à vivre, est-ce que c'est durable? Dans le sens que déjà, il y avait, ça c'est il y a 10 ans, il y a un signe d'érosion, d'instabilité des terres, que les gens qui viennent pour le tourisme en été, on voit les installations pour le ski et dit « je n'aime pas ça ». Je n'ai pas venu ici en été aux Alpes de voir toutes les constructions pour le ski et de monter en eau. Et il y a une contestation de tous les gens concernés qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a à la fois une spoliation des paysages, mais aussi que notre environnement alpin est en train de dégrader. Qu'est-ce qu'on puisse faire?
Bon, les municipalités locaux et les populations locaux ont demandé à un groupe de chercheurs de l'université locale de travailler avec eux, de travailler sur une série de scénarios. Qu'est-ce qu'on peut voir notre vallée en 10 ans, en 20 ans? Ils ont produit 3 ou 4 scénarios qui ont commencé, voilà si on continue comme présent, voilà si qu'est-ce que s'est passé si on essaie de retrouver notre vie de 100 ans. Voilà une chose qui est un peu intermédiaire, dans le sens que qu'est-ce qu'on puisse faire, nous, comme municipalité, pour garder nos fermiers en eau, pour maintenir nos montagnes. Alors, ils sont arrivés avec toute une série de contestations qui est traduite après dans toute une série d'instruments de gestion de développement qui, dans 2 ou 3 phrases, impliquaient un impôt sur les maisons secondaires, un impôt sur les chambres dans les hôtels, un impôt sur toutes les constructions dans la vallée, y compris les choses pour le ski. Et ces impôts, après, sont retournés aux fermiers pour le service que le fermier fournit pour toute la communauté. Alors, le fermier n'était pas seulement là pour produire les produits agricoles ou pour le bois, mais aussi pour fournir le service aux communautés qui a été reconnu par la communauté, par l'argent qu'il passe. Alors, ça, c'est toute cette expérience dans 2 ou 3 petits vallées alpins était très important pour le vallée eux-mêmes, mais c'est très intéressant qu'après, il y a le vallée voisin et il y a les pays, d'autres pays du chêne alpin qui ont dit, voilà, ça, je trouve, ça c'est génial. Pourquoi nous, on ne fait pas le même type d'expérience? Et bon, ils n'ont pas suivi aveuglement, mais ils ont pris les ingrédients de l'expérience dans ces vallées dans leur propre contexte. Et ça revient un peu avec l'idée de laboratoire régional. On essaie les choses. Et les choses qui peut-être peuvent marcher chez nous, peut-être aussi ça peut aider les autres gars à côté. Si je peux passer à un autre exemple, si vous me permettez, dans la région tropicale, la forêt tropicale qui est dans tous les journaux et tout ça, avec tous les taux de déforestation, les photos qu'on voit de forêts rasées et remplacées par la terre qui, après 2 ou 3 ans de culture, ne vaut pas grand-chose. J'ai appris, parmi les choses que j'ai appris dans mes 2 jours ici, c'était qu'on parle du chiffre de 8,5 millions d'hectares, ou 85 kilomètres carrés. Vous savez combien d'hectares sont déforestés dans le monde de tropiques humides par an? C'est le même chiffre. Par an, dans le tropique humide, ça c'est la forêt dense, il y a la même superficie de votre région, de votre laboratoire régional, excusez-moi, de 85 kilomètres carrés sont rasés, sont convertis à l'utilisation d'autres que la forêt tropicale. Alors, c'est un taux de transformation assez rapide, assez marquant. Alors, il y a dans pas mal, toutes les régions de forêt tropicale, les groupes de personnes qui sont en train de dire qu'est-ce qu'on puisse faire pour essayer d'arrêter ce taux de transformation de nos forêts qui produit pas les écosystèmes durables, mais les écosystèmes qui ne vaut pas grand-chose, qui ne produisent rien après 3-4 ans. Et parmi les contestations qu'on a fait, on ne peut pas faire la guerre contre les gens qui font le développement. Peut-être ça c'est une chose qui a marqué les années 60, 70, mais qu'est-ce que ça sert si on continue à faire la confrontation aux entrepreneurs, aux gouvernements qui font ces choses? Est-ce que ça ne serait pas mieux d'essayer de travailler ensemble? D'essayer de montrer, par exemple, aux grandes industries de transformation de bois, que peut-être on peut faire aussi des bénéfices, mais sur un plan très long terme, si on voit la forêt pas seulement des arbres comme ça,
de bois d'œuvre, mais la forêt dans toutes les recherches de forêt. Ce n'est pas seulement le bois, mais c'était tous les autres produits, des services que la forêt peut produire. Et le défi actuellement est d'essayer de montrer aux entrepreneurs que si on essaie de valoriser tous ces produits, tous ces services, on gagne beaucoup plus de l'argent dans nos poches, de tous, que si on aveuglément coupe et on prend le bois et on ne laisse rien dans la place. Alors, parmi les stratèges qui est en train d'être testés, encore, on revient à ce mot « tester », que ce n'est pas seulement de dire les choses sur papier, mais il faut tester sur le terrain. Et un stratège qui s'appelle le stratège de masse critique. L'idée qu'il faut pas de faire une chose ici et une autre chose là et une autre chose là, mais c'est plutôt de, est-ce qu'on ne peut pas prendre une région assez large, comme cette table, comme ce papier, d'une forêt tropicale, et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on puisse vraiment faire avec cette forêt tropicale? Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'on peut valoriser? Et quand on voit, ce n'est pas seulement le bois, mais c'était par exemple les animaux qui vivent dans la forêt que peut-être on peut domestiquer pour faire vivre les gens, pour faire manger les gens. Et par exemple, dans une région de Malaisie, en Indonésie, le parti qui s'appelle Sabah, qui est dans la grande île de Bornéo, où il y a deux animaux avec beaucoup de potentiel. Il y a un bétail qui s'appelle le Gawa cattle, c'est le bétail du forêt. Et cette bétail de forêt a une caractéristique très intéressante, que ça ne mange pas l'herbe, mais ça mange le feuillage des arbres et les bois des arbres et tout ça. Disons, c'est une espèce où on n'est pas obligé de couper les arbres pour faire manger. Il peut manger le feuillage des arbres. Le problème est que, bon, c'est difficile à domestiquer, si on a le temps, on peut dire pourquoi, mais aussi une autre caractéristique de cette bétail, qu'il y a très peu de gras, très bas cholestérol, suite que le T-bone steaks sont comme ça. Alors, disons, en principe, c'est une espèce vraiment avec un grand potentiel. Écologique et économique. Absolument, tous les deux. Et ce qui est bon sur le plan écologique est aussi bon sur le plan économique. Dr. Edlich, je vous arrête là. Bon. On vous écouterait pendant des mois. Mais en cours de conversation tout à l'heure, je pense qu'on pourra voir si on a à apprendre comme de ces expériences-là et nous, qu'est-ce qu'on peut leur montrer. Mais je vais vous présenter maintenant un ingénieur chimiste de formation qui a d'abord fait carrière en Europe et il est maintenant président, directeur général de Peinture Internationale Limitée du Canada. On parle souvent de l'industrie ou de l'économie, la macroéconomie comme pas nécessairement d'un allié de la cause écologique. Bien, M. Jacques Maillère, à Peinture Internationale, où il est depuis 1979, a été l'instigateur de recherches pour rendre des peintures domestiques moins polluantes, avec le résultat que son entreprise met maintenant sur le marché une peinture qui s'appelle l'Écolatex et d'autres peintures qui sont exemptes de mercure et de plomb. Et vous savez que depuis quelques années à Montréal, on fait des collectes une fois par année de ce qu'on appelle les produits toxiques et on a tous appris que les peintures en étaient. Alors il est responsable, enfin il est impliqué dans cette clinique de recyclage-là. Et il est aussi président du comité de l'environnement de la Chambre de commerce du Québec. Alors quand on parle de développement économique, la Chambre de commerce, c'est évidemment un regroupement de gens qui sont intéressés à ça. Alors, M. Maillère est avec nous et je pense que c'est très intéressant d'entendre un homme d'affaires aux préoccupations écologiques. M. Maillère. Je vous écoutais parler tout à l'heure, Claude et Malcolm, et puis j'ai l'impression d'être un peu peut-être le parent pauvre assis près de ces hommes si savants. Et je vous rappelle, M. Maillard, que c'est vous qui nous avez lancé le défi tout à l'heure de définir le développement durable. Alors, essayez pas de vous en sauver. Je voulais également dire que peut-être le livre record de Guinness a peut-être enregistré les 70 définitions du développement durable et peut-être que ce soir, nous en aurons au moins 5 autres ou 6 autres. J'aimerais, dans le mot écologie, dans le mot économie, il y a deux racines grecques qui est la même, qui est éco, et qu'il faudrait peut-être pour la première fois essayer de mettre côte à côte plutôt que de les opposer. Et il est évident qu'en tant qu'homme d'affaires, j'ai été accusé souvent d'être un peu masochiste, d'être là, ou bien
d'être un peu le paravent de vertu des gens dont la principale motivation est le profit. Et quand on parle de profit, évidemment, on parle de consommation et nous sommes là pour pousser la consommation, pour nous enrichir grassement. C'est oublier quelque chose de fondamental qui est la caractéristique de l'industrie et du commerce, à savoir qu'on veut durer. Et si on veut durer, il est évident qu'il va falloir commencer à éviter des pénuries. Et la première pénurie, la plus dangereuse pour n'importe quelle entreprise, c'est d'avoir la pénurie de clients. Parce que si les clients, les gens refusent d'acheter le produit que vous fabriquez ou que vous mettez en marché, vous allez être une espèce en voie de disparition très vite. Et il n'y aura personne qui va former un comité pour nous aider à survivre. Alors, ceci étant dit, ma définition du développement durable, si vous me la permettez, c'est de simplement s'assurer que nous aurons encore quelque chose demain dans le garde-manger. Et ça, c'est vrai dans tout ce que nous entreprenons. Et il va falloir, comme entreprise, d'intégrer ce nouveau concept, qui en fait n'est pas un nouveau concept. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une espèce de revalorisation de l'effort, de l'intérêt communautaire, à peu près toutes les choses qu'on nous a toujours apprises de vouloir pratiquer dans notre quotidien, mais que nous avons très vite abandonnées au profit d'intérêts personnels, égoïstes, écocentriques. Alors, comme disait Claude tout à l'heure, la gestion en bon père de famille, on devrait tous mener nos vies en bon père de famille. Le problème avec une telle approche, c'est qu'elle n'est pas très motivante. C'est très moralisateur, ça semble être très punitif, ça fait un peu de l'écologie une espèce de religion nouvelle. Et je ne pense pas que ce soit par hasard que nous ayons un professeur de sciences morales titulaire d'une maîtrise en sciences religieuses parmi nous aujourd'hui. Et c'est parfois très effrayant, parce que de vivre écologiquement, cela signifierait mener une vie triste, banale, plate, sans joie, sans excès. Et rappelez-vous que souvent, on pense que ce sont dans les excès qu'on trouve la joie et le plaisir. Alors, il faudrait, je voudrais citer peut-être M. Dansereau, comme ça me donne un petit côté universitaire à moi aussi, que avoir ce qu'on appelle l'austérité joyeuse, ce n'est pas si mal après tout. Ça va nous permettre peut-être aussi en tant qu'être humain de rejoindre l'écosystème. On a oublié qu'on faisait partie de l'écosystème. On a oublié que nous étions le prédateur suprême de l'écosystème. Il n'y a pas de mal à être un prédateur. Le problème, c'est que si nous voulons être prédateurs longtemps, il faudrait que nous ayons des proies encore longtemps à pouvoir nous mettre sous la dent. Et la manière dont les choses vont, bientôt on n'aura plus rien et puis il faudra se manger entre nous. Et je ne pense pas que ce soit très intéressant d'être un peu carnivore. Alors, ceci étant, le monde des affaires, peut-être la première bonne nouvelle, est très préoccupé par les problèmes d'environnement, peut-être plus que vous ne le pensez. Et le problème que nous avons est le suivant, c'est qu'il y a un tissu économique auquel nous participons tous. Entreprises privées, commerce, syndicats, professeurs d'université, mères de famille, enfants qui vont naître, enfants qui sont déjà nés. Et la crainte que nous avons est une crainte réelle. Certains d'entre vous diront « Ah, ce n'est pas une crainte, c'est une façon simplement de reculer l'ultime échéance. » C'est de ne pas déstabiliser notre société. Parce que quand on parle de développement durable, on a une crainte, on met en parallèle ça immédiatement avec le chômage. Et il y a une espèce de chantage qui se fait de dire « Si tu veux que j'arrête de polluer, il va falloir que je coupe des jobs. » Alors, comment peut-on créer de l'emploi en faisant du développement durable? C'est peut-être ça la véritable question qu'il va falloir essayer de résoudre dans les années qui viennent, je dirais même dans les jours qui viennent. Quand on lit les statistiques du gouvernement canadien ou québécois avec la montée en force du chômage, c'est assez difficile très souvent de concilier ça et développement durable. Je lisais dans la revue Économiste l'autre jour qu'en règle générale, en temps de récession, les soucis écologiques sont complètement oubliés et mis de côté. Parce qu'il y a une question de survie, et la survie, généralement, passe par l'emploi et la création de richesses instantanées. C'est maintenant qu'il nous faut une job, c'est pas dans 5 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut manger, ce n'est pas demain. Et c'est là le grand défi. Et c'est peut-être de ça dont on aimerait peut-être parler tout à l'heure, M. Boivin. Est-ce que c'est plus facile maintenant, M. Maillard, d'être, comme vous, un apôtre du développement à souci écologique dans l'industrie que ce l'était? Je dis ça, puis dans le fond, ça doit être vrai puisque vous êtes à la Chambre de commerce, membre d'un comité. Les gens sont plus convaincus qu'ils l'étaient auparavant. Ils le sont. Enfin, vous savez, j'aurais mauvaise grâce à parler des gens il y a longtemps.
Je sais que je suis au sein de la Chambre de commerce dans ce comité depuis 2 ans. C'est certainement le comité au sein de la Chambre de commerce où il y a le plus grand désir d'appartenir. Peut-être qu'au départ, ça fait bien, peut-être que ça enrichit les conversations de salon, mais il y a vraiment un souci de la part des gens d'affaires au Québec de participer et de ne pas être victimisés. Et surtout, je crois qu'on se rend compte de l'importance que nous avons, parce qu'on est des décideurs. Je m'excuse de parler ainsi, ça peut paraître très prétentieux, mais dans chaque décision que nous prenons, nous pouvons avoir un impact soit négatif, soit positif sur ce qui arrive à notre planète Terre. Et vous avez l'air optimiste de toute façon. Est-ce que vous êtes seul de votre... Pas du tout. Non, pas du tout. Si vous voulez, je crois que il ne s'agit pas d'être optimiste, il s'agit d'être lucide. Parce que quand on parle d'optimisme, cela pourrait sous-entendre que dans le fond, on est un peu rêveur. Nous ne sommes pas des rêveurs, croyez-le. Nous le croyons tout à fait. Merci beaucoup, M. Meyer. À côté de moi, à gauche, c'est un universitaire. Je ne sais pas si tous les universitaires sont à gauche. De l'animateur, bien sûr. Et moi, je suis à votre droite, c'est ça. Dr Joël Delanoux n'a pas craint ce matin de prendre le parc de Laurentides de front et d'arriver de Québec. Il est biologiste, professeur titulaire à l'Université Laval de Québec depuis 1961, mais il nous signalait ce matin qu'il a changé de faculté et qu'il est maintenant à la faculté de l'agriculture, ce qui est très intéressant. Ces 15 dernières années, des recherches qui ont porté sur le recyclage biologique, la biotechnologie solaire, l'aquiculture et l'aquaculture. Il est très impliqué dans toutes sortes d'entreprises dans un groupe de recherche en recyclage biologique et aquaculture. Et il a publié évidemment beaucoup de travaux scientifiques. Et je tiens à le remercier d'être venu parce qu'il m'a confié ce matin qu'il y a certains de ses collègues qui sont du monde. Tu sais que tu es courageux d'aller jusqu'à Dolbeau ce matin pour rencontrer des gens. Et il m'a dit, je pense que ça commence justement dans des régions, dans des coins, dans des initiatives comme ça. Et c'est pour ça, je suis convaincu qu'il faut le faire et c'est pour ça que je suis venu. Et comme moi, il doit être de retour vers 7 heures dans la grande ville. Alors, je vous présente tout de suite. Docteur Delanoux, je sais que vous aviez préparé un texte. Je ne sais pas si vous voulez continuer d'en parler, mais à la fin, je vous le promets, je vous demanderai aussi de nous parler du rôle qu'ont les institutions scientifiques et les institutions de haut savoir, qu'on pense souvent un petit peu éloignées de nos préoccupations. Mais je vous laisse la parole. Bien, je vais en revenir à ce que vous nous demandiez au départ, à savoir la définition du développement durable. Quelle belle discipline chez un Vous avez bien dit durable et non pas durable. Non. C'est pas le développement du lapin. Hein. Comme je viens tout de suite après un homme d'affaires, ça m'incite à donner une définition très lapidaire et très courte. C'est l'utilisation des intérêts en essayant de ne pas toucher au capital. Je pense que ça définit très bien ce que ça devrait être. Le problème étant qu'il y a une partie du capital qu'on doit nécessairement entamer, ne serait-ce que marginalement, mais avec le temps, ça s'amplifiera. Je pense par exemple à l'exploitation minière. Il n'y a pas de renouvellement concevable, même à l'échelle géochimique, même sur des millions d'années. Ce qu'on soustrait là, ça disparaît de la nature. Sauf que, dans le cas par exemple des métaux, le recyclage peut justement être beaucoup plus facile parce que la matière qu'on veut recycler se trouve déjà sous une forme relativement concentrée. Alors, je passe sous silence le problème des lobbies, des intérêts, etc. parce que je ne veux pas donner un ton négatif à nos propos, mais ma fonction critique me porte toujours à essayer de voir quelles peuvent être les difficultés qu'il va falloir surmonter. Et je pense qu'il ne faut pas rêver en couleur, même parmi les environnementalistes, même parmi les écologistes, même parmi les hommes d'affaires soucieux du bien commun et de l'écologie. Il y a quand même des gens qui ont des intérêts qui sont divergents et qui en général convergent vers leur poche. Mais ça peut devenir la minorité si effectivement les mentalités continuent à évoluer dans le bon sens comme c'est le cas. Je voudrais peut-être aborder une dimension qui n'a pas été évoquée beaucoup jusqu'à présent, mais c'est la suivante. Vous connaissez tous l'expression « pas dans ma cour ». Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est déchets, tout ce qui est merdique, ça va chez les autres. Il y a un pendant à ceci, c'est le juste dans ma cour. Et je trouverais dommage, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je trouverais dommage que des initiatives comme celle d'un laboratoire régional, etc., on les conçoive comme devant être de petits paradis qu'on va se créer, bien fermés. Ça serait une grave erreur. Parce qu'effectivement, et ça c'est une des caractéristiques du développement durable, d'après moi, il n'y a pas de développement durable s'il n'est pas planétaire. Pour une simple et bonne raison,
c'est que quoi qu'on fasse, nos actions, elles ont une répercussion planétaire et surtout les actions des autres en ont une sur notre bien-être, sur nos conditions de vie. Et par conséquent, le concept de développement durable nous mène très loin. Ça nous mène à revoir les relations entre les humains, à revoir les relations entre les groupes humains. Et ça, c'est très difficile parce qu'il y a toutes sortes de barrières culturelles, de préjugés, d'intérêts à nouveau qui surgissent. Je vais prendre juste un exemple, juste dans ma cour. Il y a quelques années, j'ai fait des travaux de recherche à Singapour, qui est une société asiatique très développée, vraiment, c'est neat, comme on dit. Et à l'époque, il y avait 6 millions de porcs sur une île qui était à peu près grande comme peut-être 6 fois l'île même pas grande comme la moitié de l'île d'Anticosti, même moins. 6 millions de porcs. J'ai pas besoin de vous dire que ce qui sortait à un bout, c'était pas tout à fait l'idéal. Il y avait des fermes là, qui avaient 48-50 000 porcs. De l'autre côté de la rue, il y en avait une autre. Ils se sont aperçus que ça posait un problème de pollution pratiquement insoluble. La solution qu'ils ont trouvée, c'est justement juste dans ma cour. C'est-à-dire qu'on a banni tous les porcs, maintenant on importe les côtelettes de la Malaisie et que la Malaisie se démerde avec, justement, avec ce que j'essaye de recycler. Ils ne sont pas dans le pétrin, mais dans le purin en Malaisie. Effectivement. Alors, c'est pour vous montrer que finalement, les initiatives qu'on prend, lorsqu'elles sont bénéfiques, il faut qu'elles s'étendent ailleurs. Et je dois dire que j'ai des inquiétudes personnellement. Je me dis, il y a des pays qui ne conçoivent leur développement que par de la présence d'industries et qui vont se montrer accueillants pour des industries polluantes qui trouveront de moins en moins leur place dans notre contexte écologiquement sensible. Et c'est pas pour rien que vous avez des industries qui s'installent en Corée du Nord, dans des pays comme ça, au Brésil, où on prend les règlements et les réglementations environnementales avec un petit grain de sel parce que ça permet justement à des industries de venir s'implanter. Alors c'est pour dire que il va falloir qu'on conçoive le développement durable comme quelque chose de vraiment global et de planétaire. Est-ce que vous croyez que c'est possible... Pardon, comme j'ai un rhume, j'ai une petite pastille dans la bouche. Est-ce que vous croyez que c'est possible de concilier les désirs qui resteront quand même toujours là de développement économique à court terme de la nature humaine, même si on va peut-être le changer, avec un rythme naturel? Ça, c'est un autre souci qu'on a, et je pense que M. Villeneuve est peut-être encore plus qualifié que moi pour parler d'écologie, parce que je ne suis pas vraiment un écologiste, mais on en revient à des concepts écologiques. Il est bien évident que le développement des sociétés humaines traduit, disons, une certaine impatience. On veut aller plus vite. Et même lorsqu'on utilise des systèmes qui imitent la nature, en fait, on recourt à des processus qui se déroulent beaucoup plus vite que ce qui se passe en nature. Et par conséquent, ça n'est qu'une pâle imitation et à certains égards, ça peut parfois même la menacer. Je pense qu'il faut rester très critique à l'endroit de toutes ces initiatives qu'on prend. Et étant donné que l'humain est encore dans la nature, je pense qu'il faudra qu'on redevienne sensible au rythme naturel et peut-être qu'on tempère nos impatiences bien légitimes d'arriver toujours à une qualité de vie et surtout une quantité de biens toujours croissante. Et enfin, juste avant qu'on se quitte là-dessus, j'en ai parlé au début, vous nous avez expliqué que dans le milieu des institutions universitaires, où on fait des recherches de celles que vous avez faites, des recherches sur lesquelles se basent probablement beaucoup d'écologistes, on est parfois peut-être un petit peu loin, si j'ai bien compris ce que vous me disiez ce matin, de la préoccupation des gens. Est-ce que vous croyez que vous avez un rôle à jouer? Est-ce que vous croyez qu'eux-mêmes, ils ont un rôle à se convertir? Ils ont quelque chose à faire pour se convertir à être des gens plus proches de ce qui se passe dans la réalité? Est-ce que je vois bien le problème? Ah oui, je pense que vous avez raison de ne pas idéaliser les universitaires. Ce sont des opportunistes comme les autres. Et si la société montre un intérêt pour tel type de recherche et puis que les moyens suivent, vous verrez, les chercheurs vont comme par hasard évoluer dans le bon sens et puis se mettre à faire des travaux qui seront pertinents. Je ne pense pas être impertinent en le disant, mais il n'y a pas de doute qu'il y a un intérêt croissant chez les universitaires qui descendent, je l'espère que vous le constatez, peut-être pas chaque jour, mais de plus en plus souvent, qui descendent quand même de leur tour d'ivoire et qui sont prêts maintenant à se frotter aux réalités de la vraie vie et aux vrais problèmes. Je veux dire par là que ça évolue aussi, ça. Ben, c'est espéré. Merci beaucoup, M. Danoux. Et enfin, Normand Maurice, qui est président fondateur de Récupération Bois Franc Incorporé. Ça a été une entreprise assez pionnière dans ce domaine-là.
On le signalait tout à l'heure, il a une maîtrise en sciences religieuses et enseigne la morale à l'école polyvalente Le Boisé de Victoriaville. Il est depuis 86 président, ou il était en 86 président fondateur du Fonds d'éducation, de récupération, recyclage et au réemploi de la CEQ, le FER. Il est toujours administrateur au Fonds québécois de récupération. Et je le disais, c'est un pionnier. Je pense que son expérience est très intéressante. Il était lui-même très heureux de constater qu'à l'École Saint-Pierre d'Alma, qui a reçu une décoration ce matin, on commençait très tôt à faire des expériences très pratiques dans le domaine de la conservation. Et je pense que l'angle de son traitement, c'est que ça commence d'abord à l'école et probablement dans les cours de chacun aussi. Alors, Normand, à vous. Je vais revenir à votre question, le développement durable. Je dirais que c'est une façon de dire que le développement actuel n'est pas durable. Moi, je viens des Bois-Francs. Quand j'étais jeune, très jeune, le merisier, 3 pieds sur la souche, pas rare. 4, un peu plus rare, mais 3 pieds sur la souche, pas rare. L'industrie chez nous, le meuble, le hockey, l'industrie du bois. Du bois franc, il n'y en a plus. Il reste 3-4 gaules de 30, puis 2-3 bouleaux gris. Puis l'industrie du meuble est fermée. Moi, j'étais dans la région pour comprendre, pour m'orienter vers le développement durable. Et ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi c'était Claude qui menait votre projet ici. Parce que si on devait comparer la durabilité d'un développement à partir d'un cuir chevelu, je dirais que Claude avait exactement la tête pour comprendre que le développement ici n'était pas durable. M. Maurice, je pense qu'on ne devrait pas ici faire des allusions personnelles. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas qu'il arrive. Il faut bien comprendre ceci, c'est que la croissance se fait actuellement de façon absolument fantastique. En l'an 1 de notre ère, il y avait 250 millions de personnes sur la Terre. Ça a pris 18 siècles et demi pour atteindre le milliard. 1850, 1 milliard. 1950, 100 ans plus tard, 2 milliards et demi. Et 40 ans plus tard, 5 milliards 2. Puis non seulement on est beaucoup plus nombreux, mais on ne meurt plus. C'est rendu qu'il faut se battre pour avoir le droit de mourir avec dignité. Alors, il n'y a plus de monde sur la Terre qui n'avait. Puis plus ça va, plus il va en avoir. Deuxième chose, développement économique aussi. On ne se rend pas toujours compte qu'un assisté social aujourd'hui, en termes de confort réel, vit mieux que Louis XIV. Louis XIV, quand il voulait de la musique, il fait l'amour, ça prenait un orchestre dans sa chambre. Et on ne se rend pas très bien compte aujourd'hui que simple confort, juste au niveau des vêtements, on fait du ski avec 6 onces de linge sur le dos à peu près. Hein? On est d'un confort, le confort de tous les jours, absolument incroyable, bien au-delà de ce que Louis XIV a pu connaître. Évidemment, ça prend plus de ressources. Allons pas si loin. Moi, on se levait jeune chez nous, le frima au milieu du mur, parce que les maisons étaient mal isolées, l'eau gelée sur les liés. Hein, c'était dans le temps où on disait ça coûte moins cher à briller les enfants qu'avoir le chauffage central. C'était vrai aussi. Et aujourd'hui, bien, on prend notre douche tous les jours, puis moi, je suis assez favorable à ça, puis ça prend un peu plus d'énergie que ça en prenait quand on prenait notre bain une fois par semaine, parce que c'était trop d'ouvrage de faire chauffer l'eau sur le poêle. OK? Bon. Alors, je ne tiens pas nécessairement à revenir en arrière. Le développement économique, j'y suis favorable. Et enfin, le dernier développement qu'on vit actuellement, c'est le développement démocratique. La démocratie, nous autres, on pense que c'est tout le monde, c'est pas vrai. La démocratie, 3-4 cités dans le temps des Grecs, 300-400 ans avant Jésus-Christ. Ça disparaît ou à peu près avec la Rome impériale. Ça revient avec la Révolution française. Puis là, tout à coup, tout le bloc de l'Est tombe dans la démocratie. Mais il faut comprendre la portée de ce développement-là. La démocratie, c'est d'abord et avant tout la volonté de partager la richesse qui nous entoure. Et vous remarquerez que les pays démocratiques sont ceux qui jouissent précisément du plus haut niveau de vie et sont ceux où on retrouve un relatif partage de la richesse. Je ne dis pas un partage absolu, mais un relatif partage de la richesse. Alors, le développement démocratique va nécessairement entraîner une nouvelle exploitation de la planète, puis un nouveau partage de la richesse. Or, il faut bien se rendre compte que ce que nous appelons, nous, le seuil de pauvreté au Canada, là, si demain matin, on devait assurer à chacun des citoyens qui peuplent actuellement cette terre le seuil de pauvreté tel que défini par les Canadiens, ça prendrait deux fois la production totale de la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir nécessairement faire deux choses. Il va falloir tirer beaucoup plus des ressources qui sont mises à notre disposition, et le professeur Delanoux signalait la question du recyclage des métaux, mais c'est tout à fait vrai avec le papier aussi, avec le bois. On est tout à fait capable de faire 5 fois plus de papier
avec la même ressource par le recyclage. Et l'autre chose qu'il va falloir arriver à faire, c'est arriver à supprimer les rebuts. Parce qu'actuellement, il reste des résidus. Toutes nos activités de production puis de consommation laissent des résidus. Puis ces résidus-là, on ne les traite pas, on les envoie plus loin. Les puits acides, par exemple, on brûle le charbon, on fait de l'électricité, le soufre se dégage dans l'atmosphère. On pourrait très bien le capter, l'incorporer à certains engrais qui, appliqués sur les bonnes cultures au moment opportun, donneraient d'excellents résultats. Mais pourquoi, moi, citoyen américain, je paierais mon électricité 1 cent plus cher le kilowatt pour sauver les érables du Québec, alors que les gars au Québec, ils font chauffer leur eau d'érable avec de l'huile usée pour être sûr de finir de tuer les érables qui lui restent. Il n'y a pas de raison à ça, OK? Bon. C'est donc un changement de mentalité, un changement de comportement fondamental. Il va falloir commencer à penser avec la certitude, que les ressources sont rares et qu'il faut tirer 5 à 6 fois plus de biens que les mêmes ressources, et deuxièmement, qu'on ne peut pas faire de rebut. Puis le changement d'une société démocratique qui ne commence pas ni par les entreprises, sauf le respect que j'ai pour M. Maillère, les entreprises suivent de façon générale. D'ailleurs, les industriels n'ont pas été très exubérants à venir jusqu'à ce jour pour montrer leur crainte environnementale. Ça commence à changer effectivement. Donc, le changement ne vient pas d'abord des entreprises en démocratie, puis il ne vient pas d'abord des gouvernements. En démocratie, le changement il vient d'abord du peuple. Et en conséquence, il va commencer par des choses simples, je dirais insignifiantes, des choses banales qui ont l'air de peu de choses, mais qui sont porteuses d'énormément d'espérance. Et c'est pourquoi j'ai tellement apprécié ce matin l'expérience de l'École Saint-Pierre dont j'ai entendu parler. Dans une société, tant que chaque Québécois va se croire autorisé à mettre 3 sacs de ressources au chemin 3 semaines, il n'y a pas de raison que les compagnies changent. Moi, je vais te garder un matin, je me suis levé, puis je vais te garder ce que je mettais au chemin en termes de ressources, 3 semaines. Puis j'ai gardé Domtar, qui a détruit la rivière Saint-François chez nous avec les acides et puis les liqueurs de cuisson, etc. J'ai mis ma paye sur la table, puis j'ai mis le chiffre d'affaires de Domtar. Puis destruction pour destruction, bonjour, ils n'ont pas encore assez jeté, j'en ai acheté plus qu'eux autres, toute proportion gardée. Alors le changement va devoir commencer par nous autres, puis il va devoir commencer par des choses simples. Et c'est pourquoi il faut se réjouir énormément de voir l'implication des écoles qui commencent à transmettre de nouveaux comportements qui manifestent un plus grand souci de la ressource, de voir aussi vos municipalités qui graduellement s'intéressent et qui s'impliquent. Comme je disais à M. Léger, déjà, notre premier ministre de l'Environnement au Québec, M. Léger, par rapport aux puits acides, les rebuts des ménages, ce n'est pas un gros dossier en termes de pollution. Quoiqu'encore, il faudrait peut-être en parler. Mais, en termes d'éducation, tout le monde fait des rebuts. Tout le monde a un pouvoir immédiat sur les rebuts qu'il génère. Si on peut arriver à ce que chaque individu exerce ce pouvoir qu'il possède maintenant et dès maintenant sur ses rebuts à lui, on viendra de créer un nouveau pouvoir politique au Québec et notre ministre de l'Environnement entrera au Conseil des ministres avec le pouvoir que lui donnent nos gestes et nos engagements. Ce n'est pas nos conversations de taverne qui font le pouvoir du ministère de l'Environnement. Le pouvoir du ministre de l'Environnement repose sur nos gestes, sur nos engagements et sur ce que nous faisons tous les jours. Et en ce sens-là, je pense que ce qui se passe chez vous aujourd'hui est très prometteur et on le verra, je l'espère, se généraliser partout à travers la province. Merci, M. Maurice. Je pense que tout le monde mérite une bonne main d'applaudissements. Si certains d'entre vous ont déjà des questions, je pense que vous pouvez déjà vous mettre derrière ce petit micro qui est dans le milieu là-bas. C'est absolument pas gênant. Le micro est là pour qu'on puisse mieux vous entendre. Pendant que, et s'il n'y a pas de questions, moi, je reviendrai ici et je vais réanimer ma table. Est-ce que dans les conversations ou les affirmations de l'un et de l'autre, messieurs, il y a des choses que vous avez remarquées que vous devriez relever? Vraiment, je le dis à la volée. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez? Oui, monsieur. Moi, si je peux prendre deux points. S'il n'y a pas pour le moment... Non, et dès qu'il y aura quelqu'un... Bon. La question de démocratie, c'est un mouvement pour partager les ressources et les richesses. On a, dans le cadre d'un des programmes de l'UNESCO, un slogan qui s'appelle le 3 E. Et le 3E, en liaison avec un développement durable, c'était qu'il faut plus ou moins de chercher une relation harmonieuse entre l'efficacité économique, l'environnement et son intégrité, et l'équité.
Alors, et dans le passé, quand on voit les choses, on a souvent peut-être donné trop d'importance dans le développement à une efficacité économique, sans penser, par exemple, d'une distribution équitable de richesses qu'on produit comme une société. Ou on a donné trop d'importance, comme par exemple l'écologiste, entre guillemets, d'il y a 20 ans, avec l'intégrité de l'environnement, de dire ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas mon pot. Oui, c'est irréaliste. Et je crois le plus que le 3 axes, le 3E, peut donner une sorte de cadrement qui peut être utile dans nos pensées quand on pense de nos projets. Une autre question énoncée, c'est celle de recyclage. Et je crois que c'est très important. Toute la question de recyclage, c'est, dans un sens, c'est important. Premièrement, comme un changement de mentalité. Mais aussi, ça peut être important dans le cadre de l'économie que ça fait avec mes ressources. Et je rappelle des chiffres proposés par un économiste australien qui dit si on recycle 20% souvent de nos ressources dites non renouvelables, on augmente le stock de ces ressources en double. 40%, non? Non, en double, disons, on recycle seulement 20%. Oui. Et l'effet est qu'on double nos ressources. Si on fait un recyclage de 60%, on fait une augmentation de nos ressources 4-fold, par 4. Alors, moi, je ne sais pas si les économistes dans la salle, moi je ne suis pas, mais lui, il a fait une argumentation très convaincante sur ces chiffres. Alors, disons, avec assez peu de recyclage, il y a un effet très important le stock de ressources qui sont disponibles pour nous tous. C'est un chiffre, en tout cas, qui peut convaincre tous les industriels de la planète, sûrement. Il y a 2 personnes déjà. Peut-être que vous pouvez, si vous voulez vous identifier, vous pouvez, et adresser votre question à une personne en particulier. Rita Milo, je suis probablement la plus vieille branche du groupe. J'ai une question double. Ma première question touche à la forêt. Je pense qu'on a commencé... on a fait du développement non durable avec la coupe à blanc et on a détruit beaucoup de forêts. Mais je crois qu'on commence à quelques endroits ici au Lac-Saint-Jean de travailler la régénération des forêts. Alors, je ne sais pas à qui je devrais adresser ma question pour savoir à quel point on en est dans cette forme de régénération des forêts. Je pense que c'est M. Villeneuve qui est d'abord... Alors, M. Lanoux. Alors, Claude, est-ce que tu peux me répondre? Oui, pas vraiment au nom de l'industrie forestière, qui me le permettrait sûrement pas. Mais en tant simplement qu'une personne intéressée à ça, je pense qu'actuellement, on se rend très bien compte, effectivement, que le développement des forêts tel qu'il a été fait dans la région n'était pas un développement durable. Tous les gens qui vont à la pêche ou à la chasse le savent. On est rendu aujourd'hui que pour aller en forêt, il faut faire 5 ou 6 heures de camionnette pour dormir entre 2 épinettes et une varpine sec. Le problème aujourd'hui, je pense, il est en train, j'espère, de se résoudre, en particulier parce qu'on a des nouvelles réglementations qui obligent les compagnies à préparer le terrain pour replanter. Et que ça coûte cher au point de vue économique. Et là, on a trouvé tout d'un coup qu'on pouvait utiliser les machines de façon plus intelligente pour préserver la régénération qui est déjà en place. Bien, dans ce sens-là, effectivement, l'industrie forestière s'en va vers un développement durable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que le gaspillage soit quelque chose de normal, on fait du développement non durable. À partir du moment où on se rend compte qu'on peut utiliser nos machines ou nos idées ou notre travail de façon intelligente en entrant l'environnement ou la préservation des forêts comme étant une partie du mécanisme de prise de décision, et comme ayant une valeur dans le mécanisme de prise de décision, on est capable de régler ce type de problème-là. Et c'est prometteur, en fait,
pour la région et pour le Québec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, la moitié des arbres coupés au Québec sont coupés dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et M. Lanoux a une précision. Oui. Très rapidement, il se trouve que je suis impliqué dans le Centre québécois de valorisation de la biomasse. Et il ne m'appartient pas ici de faire des annonces peut-être prématurées. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le CQVB a comme mandat, si je puis dire, pour les années qui viennent, de mettre sur pied des systèmes de type consortium, c'est-à-dire avec les universités, les industries, les organismes gouvernementaux. Et je sais qu'il y a une initiative majeure qui intéressera votre région, qui est en train de cuire sur le feu. Je vous remercie beaucoup parce que c'est évident que la forêt est une des pierres d'assises de notre région. J'avais dit que j'avais 2 questions. J'en ai une deuxième, c'est au sujet du recyclage. Ici, au Lac-Saint-Jean, on a eu beaucoup de misère à pouvoir faire recycler le papier. Nous étions obligés de le mettre dans des caisses puis d'aller le porter à Chicoutimi. Je félicite les maires qui, enfin, nous ont donné l'opportunité de recycler le papier. Mais je pense que même si nous sommes dans une région éloignée, il faudrait voir d'autres recyclages. Alors, je ne sais pas à qui est-ce qu'on s'adresse pour voir quand se fera le recyclage du verre, de d'autres matières recyclables. On a le pionnier, là, le jeune Normand Maurice, qui a réussi à le faire dans sa région. Peut-être qu'il peut vous donner des conseils. Quand on a commencé en 1976 le développement de la récupération des ressources triées des rebuts des ménages, on savait qu'on avait 3 difficultés. D'abord, convaincre les gens de séparer ressources et déchets. Aujourd'hui, c'est fait, c'est acquis, plus personne ne met ça en doute. Bien, ça a l'air de rien, mais moi, je me rappelle, la première fois que je me suis présenté à l'OPDQ pour avoir 80 000 $ de subvention pour la première usine, ils m'ont écouté avec un silence religieux. Je suis sorti de là, j'ai dit, dans 15 jours, le chèque rentre. Un mois et demi après, rien revenait. Fait que là, j'ai appelé. Là, le gars, il était gêné un peu, l'autre bout du fil. J'ai compris ce qui s'était passé. J'annonçais une industrie basée sur le fait que le monde accepterait de distinguer entre déchets et ressources. Ceux qui m'écoutaient, ils ont dit, il est fou, c'est clair, des fois qu'il sera violent, on ne le montrera pas. C'est pour ça que j'ai eu l'impression qu'il avait compris. Alors, aujourd'hui, ça a l'air de rien, mais c'est acquis, ça. Cette éducation-là, elle est acquise, OK? Puis aujourd'hui, les gens sont en avant des conseils municipaux. C'est curieux? Bon. Deuxième chose, on disait les frais de collecte, mais on payait déjà pour ramasser les vidanges. À partir du moment où les municipalités ont accepté que ce qu'on avait à domicile, ce n'était pas des déchets, mais c'était autant des ressources que des déchets, les municipalités ont fait une collecte pour les ressources, puis une collecte pour les déchets, puis ça a été réglé. Et avec la montée des coûts d'élimination des rebuts des ménages actuellement, c'est même moins dispendieux de faire une collecte des ressources que de payer l'incinération, par exemple, dans des régions comme Québec ou Montréal ou Toronto, etc. La troisième difficulté, et on y est aujourd'hui, c'est celle des marchés. Maintenant, là, la difficulté est un petit peu plus grande parce qu'il faut changer de quoi dans la mentalité. Il y a un aiguillage qui est mal fait. Et je vais l'exprimer clairement. C'est curieux, on n'a aucun problème de marché pour des vidanges. Puis on a un problème de marché pour des ressources. Puis là, tu cherches pourquoi, puis c'est bien simple, la raison. Pour les déchets, on va en appel d'offres. Montréal, ils ont un problème de déchets, ils vont en appel d'offres. 1 million de tonnes à éliminer. Là, il y a une grosse compagnie qui se présente avec un incinérateur, puis il y a une autre compagnie avec un autre incinérateur. Vous, ça coûte 230 millions. Vous, ça coûte 210 millions. 210 millions, c'est bon. N'importe quel prix, c'est bon pourvu que c'est le plus bas. Hein? Bien, quand tu veux éliminer les déchets, c'est nécessaire. On n'est pas trop cher, 210 millions, on ne prend pas votre procédé. 230 millions, on ne prend pas votre procédé. Donc, les déchets, on ne les ramasse plus, puis tout le monde les mange. Ça se fait pas, ça, hein? Bon. Que ça coûte n'importe quoi, quand il est question de déchets, on va en appel d'offres, puis on paye. Bien, moi, je vous dis qu'il y a actuellement 4 projets d'usines de désancrage sur la table au gouvernement. Ça coûte 70 millions de prêts. Je n'ai pas dit de dons. J'ai dit de prêts, ça coûte. 70 millions de prêts, ça coûte. On n'est pas capable de le décrocher. Et pourtant, les 4 ensemble, ça prend 1 million de tonnes de papier journal par année. Il y a une espèce de petite modification qu'il faut faire dans notre façon d'agir. Et ça, c'est les municipalités, c'est vous autres qui devez véhiculer ce message-là. Il faut dire à M. Côté ou il faut dire à M. Paradis, allez donc en appel d'offres pour les marchés. Allez en appel d'offres. Arrêtez d'étudier ça comme des projets économiques. Monsieur le ministre, on a un problème d'élimination, de recyclage, de rebut. Allez en appel d'offres, pareil comme pour un incinérateur ou un site d'enfouissement sanitaire. Par rapport de ça, l'avantage avec une usine de recyclage, c'est que quand tu investis une fois, c'est fini. Un site d'enfouissement sanitaire, là, il n'y a rien de plus déficitaire que ça. C'est subventionné à 100 %. Puis quand tu as fini, c'est là que ça commence.
faut savoir ce que c'est un site d'enfouissement sanitaire. Faites du café, vous autres, tous les matins? On met du café, l'eau passe au travers, puis elle sort en dessous avec l'odeur, la saveur, la couleur, puis les propriétés du café. Ça s'appelle du café au percolateur. On est d'accord? Bien, un site d'enfouissement sanitaire, ça, c'est une couche de vidange, une couche de terre, une couche de vidange, une couche de terre. Puis quand il pleut, l'eau passe au travers, puis elle sort en dessous avec l'odeur, la saveur, la couleur, puis les propriétés de tout ce qu'il y a dans le site. OK? Puis, Normand, j'achève, je finis là-dessus. Une tasse de ça s'appelle comment? Ouais, c'est ça. Ce jus-là, ça s'appelle le percola. Fait que vous penserez en ça en prenant votre café demain matin. Puis si, après avoir bu votre café, vous sentez le besoin d'appeler M. le maire et lui dire allez en appel d'offres pour des usines pour recycler nos rebuts, bien, ça va être un réflexe tout à fait normal que vous avez. Je vous félicite et je vous remercie. Et en passant, je veux signaler le travail qui se fait dans nos écoles, parce que très souvent, les enfants de 6 ou 7 ans reçoivent une information à ce sujet-là, puis ils disent « Maman, il ne faut pas faire ça. Papa, il ne faut pas faire ça. » Alors, je pense que c'est parti. Alors, c'est à nous autres de ne pas arrêter le progrès. Merci. Merci, madame, mais on me signale que vous n'avez pas attendu que ce soit à mode pour faire du recyclage et vous impliquer dans l'environnement. Bon. Monsieur? Je m'appelle Yves Blouin, je suis animateur de télévision. Je suis un vieux camarade de Gérard Marie. On a travaillé longtemps ensemble et j'anime une émission qui s'appelle Nature en jeu, à laquelle on a consacré un reportage sur l'entreprise de M. Meyer. Et vous dire à quel point on a été inondé de téléphones de gens, du public, qui nous ont dit, écoutez, on sait bien pourquoi les entreprises maintenant se lancent à pause, par exemple, l'éco-indicateur, ou se lancent dans ce domaine, c'est uniquement parce qu'ils ont senti qu'il y a du fric à faire avec la matière environnementale ou la question énergétique ou environnementale. Et vous êtes en plus, vous, à la Chambre de commerce, je pense. Monsieur Maurice vient de parler là, des sites d'enfouissement. Les Américains, des grandes multinationales, s'apprêtent à acheter, en Estrie notamment, ils achètent en ce moment des sites d'enfouissement pour ensuite probablement convertir les déchets. Comment vous, dans l'industrie, allez-vous arriver à convaincre le public que ce n'est pas uniquement par mercantilisme, par désir de faire du fric que vous vous lancez dans des opérations comme la vôtre, par exemple? Comment avez-vous des procédés mis en place pour essayer de convaincre le public que c'est pas juste bassement commercial, votre engagement? Ah, M. Meyer, vous voyez, on sort un gars de la télévision, mais il pose encore des questions de journalistes. D'abord, permettez-moi de dire quelque chose qui va peut-être vous faire bondir. Mais dans l'état actuel des choses, de notre système dans lequel nous opérons, de faire du profit, ce n'est pas encore immoral. Certains vont le trouver amoral. Moi, je le trouvais inodore et sans saveur. Enfin, c'est notre système pour se faire plaisir tous les matins quand on se réveille, pour se donner une justification d'être. On se dit que nous sommes créateurs de richesse et on participe donc à la création de la richesse et à la redistribution de la richesse. Donc, peut-être mercantilisme, mais pourquoi pas. J'aurais bien voulu que beaucoup de gens, dans tout ce que nous entreprenions, que nous le fassions pour des raisons morales, fantastiques, de bien et de mal. Mais ce n'est pas vrai. Donc, je suis prêt à accepter le risque de me faire appeler mercantiliste ou marchand, ça m'est égal. Donc, j'en suis un. Et fier de l'être d'ailleurs. Le problème que nous avons, c'est que, pour rejoindre un peu ce que disait Normand, c'est la création du marché. Et je vais vous donner un petit exemple. Nous avons recyclé 12 000 gallons de peinture qui sont été ramassés le 9 juin dernier à Montréal, ou dans la communauté urbaine de Montréal, et on a fait de très belles peintures. Peinture latex et peinture alkyd. Les peintres de la ville de Montréal, à qui on a demandé d'essayer la peinture, l'ont trouvé parfaitement dégueulasse. C'était du seconde main, c'était du réchauffé, c'était pas aussi bon que de la neuve, enfin, j'en passe et des meilleurs. Parce qu'ils savaient d'où ça venait. C'est ça. Alors, ce que nous avons fait, nous avons pris des galons de la même cuvée, on a été un peu malicieux, on a mis une étiquette qui ne disait pas peinture recyclée. Et on leur a demandé de l'essayer. Et ils ont trouvé ça merveilleux. Ils ont dit, ben oui. Donc il y a un problème de perception, parce que quand on commence à parler de créer un marché, il y a une question de perception. C'est pas très amusant de porter le pantalon que son grand frère portait. On veut avoir l'air beau, et on ne peut avoir l'air beau qu'en portant du neuf. Et c'est à peu près ça que nous véhiculons comme habitude sociale. Alors, le marché du recyclé ne va exister, selon moi,
Et pour rejoindre donc votre question, le jour où on va décider de changer la façon de comptabiliser, et quand on parle de fiscalité, quand on parle de taxes, et quand on parle d'état de pertes et profits de compagnies, etc., je pense qu'il va falloir commencer à accorder ce que j'appelle, moi, un prix écologique aux choses. La peinture recyclée coûte bien plus cher aujourd'hui que de la peinture neuve. Et c'est pas que, et malgré le fait que la matière première soit gratuite. On va la chercher dans vos maisons. Les procédés mis en marche pour arriver à refaire de la peinture à partir de vieilles peintures coûtent bien plus cher que de la peinture neuve. Cela vous dit et vous démontre à quel point il y a un déséquilibre entre le coût des matières premières qui sont généralement du genre non renouvelables, qui reviennent moins cher que des matières premières recyclées. Et pourtant, je pourrais dire également qu'on substitue matière première par de la matière grise, parce que pour faire de la peinture recyclée, ça prend des efforts chimiques, ça prend des efforts d'ingénierie, etc., etc., finalement, qui font appel à l'esprit de créativité de l'être humain. Et pourtant, malgré ça, c'est encore bien plus cher que de la peinture dite neuve. Donc il va falloir revoir tout ça. Donc, faut donner lettre de noblesse aux produits recyclés, mais je pense qu'il va falloir les vendre plus cher ou rendre les peintures neuves bien plus chères que les peintures recyclées. Je n'ai pas encore la réponse. Vous savez que dans un autre secteur, on faisait à Téléservice état l'autre jour du fait que pour l'agriculture dite organique, ça coûte plus cher que pour l'agriculture dite chimique. Alors forcément, c'est le même problème. Claude, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Ben oui, c'est au fait qu'il n'y a absolument rien d'immoral à faire des profits et à faire profiter les autres de ces profits aussi. Et essentiellement, je pense que c'est l'économie à la base, elle a, notre modèle économique actuel, il a un vice. Bon, je n'en parle pas en connaissance de cause. Je veux dire, ma connaissance de l'économie est très pratico-pratique par le fait que le mouvement Desjardins m'a laissé la chance de faire des gaffes dans une caisse populaire. Mais essentiellement, je pense que en négligeant la valeur des ressources, en disant qu'une ressource abondante n'a pas de valeur, on en arrive au paradoxe qu'un arbre vaut cher seulement quand il n'y a plus de forêt. Parce que quand c'est le dernier arbre et que tout le monde veut l'avoir, on est capable de l'échanger pour quelque chose d'une valeur incomparable. Et pourtant, chaque arbre constitue une valeur pour les gens qui peuvent l'utiliser de toutes sortes de manières. Alors, il n'y a rien d'immoral à faire du profit. Moi-même, j'en fais en échangeant une certaine richesse, si on veut, qui vient de ma fréquentation des grands auteurs et de certaines synthèses que je peux faire lorsque je me présente en classe. Bien ça, en tout cas, mes étudiants seront peut-être, mes ex-étudiants seront peut-être pas d'accord, mais c'est une façon relativement propre, une façon de faire de l'industrie qui ne salit pas grand-chose. Mais que l'industrie s'oriente pour faire des profits, en respectant et en réinvestissant à l'intérieur des mécanismes de production les sommes nécessaires pour conserver le patrimoine écologique à partir duquel on fait ces richesses-là, bien, c'est absolument pas immoral. Ce qui est immoral, c'est qu'on ait une dette de 400 milliards de dollars au Canada et que finalement, chaque année, le tiers, sinon un peu plus, de nos impôts s'en aille pour un service qui n'en est pas un, le service de la dette. Qui ne rapporte pas grand-chose. Qui ne rapporte absolument rien, ni à moi, ni à mes enfants. Non. Bon. Je peux réagir 30 secondes. Ah non. Une minute, si vous voulez. Il ne faut pas oublier que cette dette a permis de payer des infrastructures dont nous bénéficions actuellement et qu'il faudra renouveler bientôt. J'ai fait la route pour venir de Québec et je peux vous dire que... C'est pas un instrument de développement économique de la région, en tout cas. Oui, Normand. Pour revenir à votre question, peut-être que par la concertation, on va arriver à une nouvelle forme d'économie. Je travaille avec M. Maillère actuellement parce qu'on veut y revendre ces peintures-là. Alors, j'ai été voir la ville de Warwick, puis je leur ai demandé 5 $ la porte pour ramasser tous les restants de peinture porte à porte. La ville, on dit ça a bien de l'allure. Parce que l'année prochaine, on va rajouter les huiles usées, puis l'année d'après, les solvants, puis l'année d'après, les batteries, puis ça ne coûtera pas plus cher, la collecte, les frais sont après les mêmes. Bon. Donc là, la peinture est toute rendue à la même place pour rien. La place en question, ça prend une bâtisse pour ça. Mais moi, mes élèves, ils ont 16 à 18 ans, puis quand on passe les examens de troisième année, au début de l'année, ils ont entre 30 et 40 %. C'est du bon monde, d'enthousiasme, engagé, puis tout, mais
Un 2 qui rencontre un 3 qui se multiplie sur le trottoir pour donner un 6, ils n'ont jamais vu ça. Tout ce qui est abstrait, eux autres, ça passe droit. Puis nous autres, on a dit, en période de récession, ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est ceux qui ne sont pas instruits, donc on va tous les scolariser. On aurait bien pu dire, on va faire des emplois pour ceux ceux sur qui l'abstrait, ça passe droit. On va faire des emplois pour eux autres. Quand ils ont des travaux, sont heureux, etc. C'est une autre possibilité. Donc, le ministère de l'Éducation, puis l'OPDQ, puis d'autres organismes comme ça vont nous payer à bâtisse. Remarquez qu'à venir jusque-là, on n'a volé personne, là. Hein? On a juste fait des équivalences, fait des transferts. Puis là, les peintures vont arriver, nos élèves vont travailler sur les peintures, c'est des emplois non spécialisés, c'est tout du travail de tri puis de classement, ça doit être fait avec précaution, puis comme il faut, puis bon, etc. Ça va être bien fait, ils vont être très heureux là-dedans. Ensuite de ça, j'ai rencontré les affaires, puis les cultivateurs, les gens de la ferme, ils utilisent des peintures pour les bâtiments de ferme, l'intérieur des bâtiments de ferme. Ça va? Puis ils payent ça 25-26 piastres le gallon. On va lui vendre ça 15 piastres le gallon, on va être bien heureux, puis cette peinture-là, elle n'est pas bonne pour l'extérieur parce qu'il y a de la peinture intérieure dedans, mais elle est meilleure que de la peinture intérieure normale. Le seul problème, c'est que tu as 5 couleurs. Alors, le cultivateur va payer moins cher, mais il va mettre le bas du mur gris puis le haut clair. Parce que les vaches, ils te gardent en haut, ça c'est pour lui maintenir le moral. Puis, en bas, si c'est un peu gris, ça va être moins pire pour les éclaboussures. Au total, tout le monde va y gagner. C'est ça, la concertation. Dans ce dossier-là, ce qui est toujours difficile à comprendre, c'est comment on ne réussit pas à s'entendre tous parce que, comme Yves et comme je l'ai fait, moi, dans diverses émissions, on va chercher et vous envoyez à la télévision puis on dit « Mon Dieu, que c'est une bonne idée, mon Dieu, que c'est une bonne idée ». Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que ça se multiplie pas plus que ça. Il y en a d'autres municipalités. Dolbeau pourrait faire ça, ce que vous avez fait à Warwick, puis les cultivateurs de Saint-Eugène auraient des étapes blanches et grises, tu sais. Mais gars, voyez-vous, notre erreur est généralisée. Moi, je l'ai compris dans l'enseignement, notre erreur. Nous autres, les professeurs, on a spécialisé les tâches. Fait que le prof de français, le prof de maths, qui ne corrige pas les fautes de français, c'est pas sa matière. Oui. Puis, tu vas remettre un travail au professeur de français, puis tu vas dire là, que les femmes, si ça tenait tranquille, il y en aurait bien moins de violence familiale, puis il n'y avait rien qu'à faire comme il faisait il y a 100 ans, faire tout l'ouvrage, s'occuper des petits, puis laisser les hommes en paix, puis comme ça, la société sera plus équilibrée, etc. Tu as juste à mettre un vocabulaire exact, un bon orthographe, et puis à ce moment-là, le professeur de français, lui, en morale, c'est pas son trouble, il va te mettre 90 mais si ton travail, il n'y a pas d'allure. Si c'est une femme qui est professeure. Mais là, à ce moment-là, elle va manquer aux qualités de la profession qui demandent une certaine objectivité. Mais comprenez bien. Excusez, là. J'ai pris un exemple dans mon domaine pour être capable que vous compreniez. On cloisonne tout, hein? Mais c'est la même chose dans la médecine, hein? Puis c'est la même chose qu'on fait dans l'économie. Ce que la municipalité paye, c'est sa comptabilité à lui. Ce que l'entreprise paye, c'est sa comptabilité à lui. Ce que le ministère de l'Éducation paye, c'est sa comptabilité à lui. Il distingue de la comptabilité du fédéral, il distingue de la comptabilité d'énergie et ressources. Mais si on accepte, au lieu de regarder toutes ces comptabilités-là de façon séparée, de les garder ensemble, toutes les comptabilités, pour voir ce que ça nous coûte au total, à ce moment-là, les solutions nous sautent dans la figure. Il faut arrêter de penser en tiroir. Il va falloir accepter de penser de façon organique. C'est ça, peut-être, la nouvelle pensée écologique. En fait, c'est la même pensée qu'il y a dans la médecine holistique, c'est-à-dire de regarder le corps. Alors, tu veux qu'on regarde le corps de la société comme une société malade en général, et puis le régler. On n'est pas si loin, d'ailleurs, du sujet original, parce que le développement durable, c'est ça, c'est la concertation de tout le monde. Oui, mademoiselle? Oui, bonjour. Christine Bellé, médecin vétérinaire. Je suis présidente aussi du Conseil régional de l'environnement. Ma question toucherait au niveau des exploitations agricoles. Praticienne dans le milieu des grands animaux, je vois quand même des réalités actuelles dans notre région. Et puis, je me posais les questions en ce sens de voir nos fermes de plus en plus s'éteindre, certaines grossir, et voir des masses de terre et de terre qui ont été défrichées par nos ancêtres, qui sont maintenant laissées en friche. Et de voir aussi un volet qui est le potentiel humain, de voir des jeunes dynamiques, pleins d'énergie, mais qui n'ont aucune ressource, parce que pour racheter les terres, même les terres paternelles, c'est pratiquement infaisable. Donc, on a une perte de matières premières humaines qui se recycle ailleurs, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, moi, je vois, puis on sait beaucoup qu'au niveau économique, les productions agricoles en général ont beaucoup d'impact.
Donc, ma question s'adresserait à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec notre région dans ce sens-là. Parce que c'est pas la volonté qui manque. Je pense que c'est multifactoriel, là. Il y a aussi les politiques, les vues politiques là-dessus. Et votre question, de toute façon, ne touche pas, si je me réfère aux États généraux du monde rural, ne touche pas que les fermes. Les fermes qui sont autour ici ont une incidence sur tout le milieu, sur le monde rural. Ce n'est pas que les fermes, mais on est le monde rural, dans le fond. Exact, parce que les petites localités qui sont autour du lac Saint-Jean, c'est d'origine rurale. Exactement. Je dis, c'est pas d'autre origine. Alors, M. Lanoux, peut-être? Dr. Lanoux? Oui. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais je pense que ça passe par une réévaluation économique de ce que sont exactement les produits agricoles que nous produisons. Autrement dit, c'est lié au régime des subventions, c'est lié au prix que nous payons les matières agricoles qu'on importe des autres pays. C'est tout ce contexte-là qui devra évoluer. Je ne pense pas qu'il y ait de mesures ponctuelles qui permettent de résoudre un problème comme celui-là. Et c'est la raison pour laquelle j'en reviens à des approches ou des démarches qui doivent être globales et littéralement planétaires. Et c'est ce qui m'inquiète, parce que ça va être très difficile d'en arriver à des ententes sur des points comme cela, mais je pense que ça passe par là. Les négociations internationales du GATT, dont on entendait parler avant, puis jamais un cultivateur pensait que ça pouvait le toucher. Maintenant, l'UPA, c'est un de ses dossiers prioritaires. Oui. Parce qu'il en va de la survie dans un marché, dans un monde international où chaque pays veut privilégier ses produits. Bien, je peux peut-être donner un exemple là-dessus, M. Delanoux. Exemple, bon, je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans la production animale au niveau du CPAQ, là. Puis si on regarde actuellement au niveau des terres agricoles, bon, on favorise surtout le bovin laitier, mais comme exemple, bon, au niveau de l'importation actuellement, comme exemple, le coût de production d'un agneau en Australie, c'était un peu moins qu'$1, OK? Ouais. Même si on rendu maintenant qu'ils nous en shippent en vie ici pour les faire engraisser et les vendre comme des agneaux frais du Québec. Donc, dans ce contexte-là, lui, le producteur local, lui, arrive avec un coût de production de $2 et quelque chose la tête, OK? Puis si on regarde ces types d'exploitations-là actuellement, si on parle des petits ruminants, moutons, chèvres, disons, ils sont facilement exploitables sur des terres peu riches. Donc, facilement exploitables dans des coins de pays comme chez nous. Fait que vous voyez un peu l'aberration. Puis moi, depuis le temps que je travaille là-dedans, je vois vraiment là, qu'il n'y a pas de volonté ou pas de conscience là-dessus. Vous avez autant de problèmes avec vos agneaux qu'on a de la misère avec leur peinture recyclée. C'est à peu près ça. Ouais. Claude? Là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose de phénoménal. C'est une des grandes tromperies de notre monde de prospérité économique. Je vais donner l'exemple des poulets. Dans la région ici, il n'y a plus d'abattoirs. Il n'y a à peu près plus non plus de producteurs de poulets, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de couvoirs. Il faut prendre des poussins qui viennent au monde dans la Beauce, les amener en camion pout par le parc des Laurentides, les descendre à Saint-Prime dans une grande bâtisse où on chauffe au pétrole parce que l'électricité, c'est pas toujours fiable. Et puis, pétrole qui vient naturellement de la raffinerie d'Ultramar, mais avant ça, du Moyen-Orient ou d'ailleurs. Et puis après ça, quand ces beaux poulets-là sont engraissés, on ne peut pas leur donner du grain qui vient d'ici parce qu'il faut les engraisser très rapidement, donc il faut leur donner des choses avec du soya. Tant qu'à prendre du soya qui ne pousse pas dans la région, on prend toute la moulée à l'extérieur, encore une fois un camion qui s'en vient ici. Et puis, à la fin, quand c'est le temps de les abattre, on n'a plus d'abattoir, alors on les envoie à Saint-Félix-de-Valois, si je ne me trompe pas. Et ce qui fait qu'ils retournent à Montréal, nos poulets, pour se faire abattre à 13 000 à l'heure, 13 000 poulets à l'heure. Et puis ensuite de ça, ils nous reviennent sous une forme emballée avec une belle petite étiquette Canada. Eh bien, moi, j'ai tendance à me demander, mais on ne considère jamais combien ils font de litres aux 100 km, ces poulets-là. Hein? Une bonne partie de notre élevage vient du fait qu'on fausse le débat économique avec les économies d'échelle. Parce qu'il se produit peut-être pour 12 000 poulets à l'heure dans la région de Montréal, qui vont se faire abattre à Saint-Félix. Alors, le 1000 poulets à l'heure de différence qui se produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils nous le donnent. Ce qui veut dire qu'on perd des emplois ici, qu'on déplace des chômeurs ailleurs, et puis que finalement, il n'y a personne qui est vraiment plus avancé, parce qu'on est obligé de subventionner le pétrole, subventionner les cultivateurs, pour en arriver finalement à avoir un poulet qui est peut-être pas cher, mais qui va coûter cher plus tard. C'est qu'il faudrait recréer des marchés locaux. Mais la tendance qu'on a, c'est quand on va chez Provigo, on choisit le poulet à 49 cents plutôt que le poulet à 59 cents. Il y a des choses là-dedans, on oublie une partie de la valeur du travail, on oublie une partie de la valeur de ce qui peut être fait régionalement. Et on a du travail à générer. On ne peut pas se plaindre tout le temps que c'est les autres qui nous exploitent puis qu'on est dans la misère. Je
je pense qu'on a la capacité de générer des marchés locaux. On a la capacité de payer un petit peu plus cher notre qualité de vie aussi. Parce qu'il faut dire qu'ici, avec un salaire raisonnable, on a une pas mal meilleure qualité de vie que la personne qui vit à Montréal. Et quand les gens me demandent où est-ce que je trouve du temps pour pouvoir écrire et autre chose, eh bien, je ne passe pas 20 heures par semaine à pester dans ma voiture parce que je suis dans le trafic pour rentrer au travail. Puis il y a une partie de mon revenu qui ne va pas à payer du stationnement au centre-ville. Alors, essentiellement, je pense qu'au niveau des économies d'échelle, il faut repenser notre économie en fonction, si on parle de développement durable, de maximiser les retombées de toute activité de consommation dans le réseau immédiat. Et c'est dans tous les domaines qu'on doit faire la même chose. M. Lanoux, vous avez quelque chose à rajouter? Si vous conduisiez votre voiture à Montréal plus souvent, vous verriez qu'il y a pas mal de poulets là-bas. Ceci dit, plus sérieusement, je veux simplement vous rassurer, peut-être pas pour demain matin, mais la Faculté des sciences d'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval a pris le virage de l'agriculture durable et de l'environnement, et j'espère que les travaux pertinents qui seront menés dans ces avenues-là permettront de trouver quelques solutions qui feront que le problème que vous évoquez ne s'amplifiera pas. Oui, M. Maillet. J'aimerais reprendre un peu ce que disait Claude et peut-être répondre à votre question. Vous savez, si la Chambre de commerce du Québec, le Conseil du patronat du Québec, etc., deviennent syrites du déficit aussi bien du gouvernement québécois que du département canadien, c'est parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que le coût que vous payez, qui est bas, 49 cents versus 59 cents, devrait en fait inclure le coût du déficit qui est, par exemple, le paiement des chômeurs, le bien-être social et autres. Alors, ce qu'on fait comme économie d'une main, on le redonne ailleurs et sous forme de fiscalité. Alors, pour rejoindre un peu le souci de développement durable, il est évident que le développement durable doit, je ne dis pas devrait, mais doit, certainement aider à résoudre d'une certaine façon les problèmes de chômage. Parce que quand on commence à sacrifier l'emploi au sens d'une économie, c'est une fausse économie. Et ça, on commence à s'en apercevoir parce que, mais peut-être encore pour des raisons qui ne sont pas très morales, mais qui sont que si une compagnie ou une société à but lucratif veut continuer à faire des profits, il faut qu'elle ait des clients. Et si elle commence à avoir plus de clients parce que les gens sont plus capables d'acheter, vous avez un problème. Donc, de recycler, si vous voulez, les fonds d'une façon différente, peut-être de permettre de l'agneau à $2, mais en se disant que cela permet d'avoir un bassin d'emploi, sont des notions qui commencent un peu à apparaître. Vous allez dire c'est un peu tard, mais permettez-moi de vous dire, vaut mieux tard que jamais. Et M. Hadley? Si je peux reprendre la question de l'abandonnement des terres agricoles, ici en Amérique du Nord, mais aussi en pas mal de pays européens en plus. Et ce processus, ça se passe en même temps qu'il y a des millions de gens dans les autres continents qui manquent de nourriture. Et on se demande qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées, à nous tous qui habitent dans ce monde, qui permettent une telle situation. Que dans une partie de la Terre, du planète Terre où on habite, il y a les agronomes qui ne peuvent plus faire le métier, où les jeunes ne peuvent plus travailler le terrain, et dans les autres régions, il y a les gens qui meurent de faim. Et ça revient encore avec toutes les questions de notre système de pensée, le système de pensée par tiroir, et qu'est-ce que nous, comme gens impliqués avec une nouvelle sorte de développement, qu'est-ce qu'on puisse faire pour changer cette façon où on fait la gestion de nos ressources? C'est René Dumont, je pense, qui dit tout le temps que c'est effrayant parce qu'en Afrique, il y a assez pour nourrir tous les Africains. C'est juste que l'organisation est mal faite et qu'il y a des famines tout le temps. Mais l'Afrique a ce qu'il faut pour se nourrir. Oui, est-ce que vous avez une autre question? Juste pour conclure, là, c'est qu'au niveau de notre région laboratoire en développement durable, j'aimerais que les gens soient conscients que, de un, là, le lait que vous buvez, les œufs que vous mangez, puis la viande que vous mangez, ça vient d'animaux, ça vient de gens qui ont travaillé fort. Donc, il faut penser à ça, puis il faut s'orienter aussi. C'est un volet qu'il ne faut pas oublier. Merci. Merci beaucoup. Madame? Monique Morin, je suis issue d'une association féminine et j'aimerais bien que les groupes sociaux, comme les groupes féminins, soient entendus aussi.
quand ce serait pour, en tout cas, se réjouir de l'événement, de ce festival et du forum de cet après-midi. Depuis au moins 17-18 ans, la FEAS, qui est à la grandeur de la province, crie, parce que, bon, on peut nous prendre pour des crieuses, et fait des mises en garde, sème l'alerte sur le gaspillage qui se fait. Puis ça, je pense qu'on va le reconnaître, tout le monde va le reconnaître. Mais je vois que M. Maurice, lui aussi, a rencontré l'écoute très polie des gouvernants, mais ça ne va pas plus loin. C'est ce qu'on connaît, nous autres aussi. Là, je pense qu'on peut commencer à espérer, étant donné que l'environnement, ça a pris, là, on est au pied du mur. Et c'est tout le monde qui va s'en préoccuper. Oui, là, vous n'êtes plus tout seul. Nos efforts, c'est ça. On n'est plus tout seul. Et ça va avoir une crédibilité bien plus grande. C'est bien dommage, mais... Parce qu'on dit qu'il faut tous être un bon père de famille, il faut prendre ça. Nous autres, on le fait en bonne mère de famille depuis longtemps. C'est ça qu'on fait. Oui. Puis en fait, la récupération du papier dans la région, ça a commencé par une femme issue de notre groupe. Et on est venu avec des tonnes de papier de ramasser, mais elle a pu savoir quoi faire avec après. Alors là, ça s'arrête pour nous autres. On ne peut pas se rendre jusqu'au bout de la chaîne. Ça, c'est bien évident. Donc, il faut l'appui des employeurs, il faut l'appui de nos municipalités. Je pense qu'on commence à l'avoir et ça fait longtemps qu'on leur dit, on est pour que vous fassiez la cueillette sélective. Faites-la, organisez-la. Alors, on est encore là, puis on va le répéter. Je vais finir en félicitant chacun de ceux qui ont participé au forum. C'est très intéressant, puis on va tâcher de conserver longtemps les propos. Merci, Mme Morin. M. Villeneuve a quelque chose à commenter. Et je pense que, comme je vous l'ai dit ce matin, moi, malheureusement, j'ai rendu hommage ce matin à la pratique qui était faite de toutes les grandes idées du père de famille par la mère de famille, en tout cas chez moi. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'attends aujourd'hui, ou j'attends dans la région, l'industriel qui va faire comme M. Maillère a fait avec les peintures, qui va se lever et qui va dire, écoutez, votre papier, moi, je vais le prendre dans mon usine. Actuellement, on a des gens qui veulent récupérer dans la région, on a des gens qui vont chercher. On a peut-être l'endroit où on produit le plus de papier. Et comment se fait-il? On produit même du carton, on produit toutes sortes de choses comme ça. Jamais je croirais qu'on ne peut pas faire du carton avec du papier. Quand est-ce qu'il va y en avoir un qui va se lever pour dire « Écoutez, moi, je fais mon effort, je vous le prends, puis les lois du marché, je m'organiserai avec. » C'est peut-être ce courage-là qu'on ne voit pas assez souvent, puis qu'on devrait voir dans une région laboratoire. Parce que je suis certain que l'industriel qui va investir aujourd'hui pour améliorer sa performance environnementale, même si le gouvernement ne l'y oblige pas, eh bien, il va faire un investissement sage. Parce que dans 5 ans, dans 8 ans, quand tout le monde va être obligé de se rattraper, lui, il va avoir de l'avance et lui, il va pouvoir continuer d'innover. Et ça, c'est une chose qu'il faut essayer de passer comme message. C'est que si on investit aujourd'hui dans l'environnement, eh bien, il y a par exemple le fonds environnemental Desjardins qui a été créé récemment par la fiducie Desjardins. Ce fonds-là vise à investir un fonds mutuel dans des compagnies qui se montrent proactives envers l'environnement. Compagnies cotées en bourse qui se montrent proactives envers l'environnement. On achète des actions de ces gens-là et c'est en disant que les gens qui investissent leur fonds de retraite ou autres vont faire un bon investissement parce que dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, ces compagnies-là vont faire de meilleurs profits parce qu'elles auront été plus sages avant les autres. Alors, cet autre bout, si on veut, du processus, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de s'embarquer et on offre la région laboratoire, dans le fond, à ces gens-là pour faire ces expériences. Merci, M. Villeneuve. Je signale à tout le monde qu'il reste à peu près 7 ou 8 minutes. Je sais qu'on pourrait s'éterniser là-dessus, mais je sais aussi que certains des panélistes, dont moi et M. Lanoux, avons d'autres engagements. Alors, je pense qu'on va arrêter à 3 heures. Il y a 2 questions. Si vous voyez qu'il nous reste encore quelques minutes, on pourra rajouter quelqu'un, mais pour le moment, je pense qu'on devrait se limiter à ça. Monsieur? Oui, bonjour. Mon nom est Daniel Tremblay. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier de vous être déplacé, d'être venu nous rencontrer. On l'apprécie beaucoup. Je voudrais féliciter le comité de l'environnement et surtout Denis, que je connais bien. Denis, tu as réussi encore quelque chose aujourd'hui avec ton festival à démontrer que même quand on est en région éloignée, on est capable de faire des choses intéressantes et intelligentes. Ma question est la suivante. Quand on parle de développement durable,
Je me rappelle, dans les années 70, d'avoir lu un livre que je considérais très intéressant, le livre Small is Beautiful. Est-ce qu'on parlait d'économie à échelle, à visage humain? Est-ce qu'on peut associer développement durable, laboratoire durable avec cette théorie de cet économiste allemand? C'est drôle. La question m'est un peu venue en tête tout à l'heure quand on a parlé de la région. Oui, monsieur Maillard? En ce moment, il y a un engouement nouveau et spécial dans le monde de l'industrie et du commerce qui est le concept de qualité totale. Tout le monde parle de ça. Et un des piliers de ce concept, c'est le service à la clientèle. De dire qu'on va donner aux clients ce qu'ils veulent, au bon prix, quand ils veulent, où ils veulent, courtoisement et efficacement. Il est évident que pour remplir ce mandat, il faut être très proche de ses clients. Et quand on dit proche de ses clients, il faut l'être également géographiquement, il faut être dans le milieu. Ce que le développement durable, ce que l'écologie va faire entraîner comme modification dans le mode de pensée des hommes et des femmes d'affaires, va être d'être responsable de ce qu'on fait au niveau où on le fabrique, au niveau où on le distribue, au niveau où on le vend, compte tenu de la pollution que ça peut engendrer. Alors, de manière simplette, si à un moment donné, il va falloir que nous reprenions les contenants vides de peinture, il est évident qu'il faut être proche de son marché. Et ça commence à faire changer un peu la roue en disant on va arrêter d'avoir de ces méga-usines où on va pouvoir contrôler les coûts parce qu'on va se rendre compte très vite qu'on va s'ajouter d'autres coûts, ne serait-ce que ceux du transport, des risques écologiques, pas déversement et autres. Donc on va se ramener à avoir des mini-entreprises proches de nos marchés. Et j'aimerais, puisqu'on va terminer bientôt, vous dire, je ne pense pas que vous devriez tous arrêter de vous flageller inutilement en vous excusant d'être une région éloignée. Vous n'êtes pas une région éloignée. Je vous dirais que nous sommes tous les autres éloignés de vous et c'est peut-être bien dommage. Quand je parlais de région éloignée, je ne parlais pas nécessairement versus comme nous considérons, peut-être versus que certains autres nous considèrent. Oui. Oui, on nous a déjà parlé de ça, qu'on n'était pas informés parce qu'on était trop éloignés. Est-ce que je peux ajouter un petit... oui. Sur le bouquin de Schumacher, le « Small is Beautiful », je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans toute l'argumentation. Dans l'idée de... c'est bien à faire les choses belles sur une échelle petite, qui reste très juste. Que ce n'est pas démodé de faire l'action sur une échelle locale. Que ce n'est pas dépasser d'avoir une technologie simple et appropriée. Sans dire pour ça qu'il ne faut pas prendre avantage de technologies modernes et avancées. Malheureusement, quand tous les concepts de Small is Beautiful ont été évoqués dans les années 60, c'était associé avec un autre mouvement qu'on n'a pas mentionné le terme aujourd'hui, le terme Eco-Development, qui était un peu prise pour un développement autosuffisant. Et c'est pas la faute de Schumacher, mais il y a les gens dans les années 70 qui ont pris les deux concepts sont pareils. Je crois que maintenant, et c'est même fait partie de toutes les choses sur le développement durable, qu'il faut voir les choses, comme M. Delano a dit, dans une échelle globale. Dans le sens, ce n'est pas suffisant qu'on pense qu'on peut vivre dans une vase close. C'est plus possible, même si c'est jamais possible, je ne sais pas, mais c'était plus possible. Ben, il faut faire cette liaison bien sûr, penser Small is Beautiful, ça va, mais il faut mettre ça dans un contexte plus large. Oui, mais comme a dit McLuhan, le village global, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, sans que ça reflète ailleurs. Oui, Daniel? Mais Shoemaker, justement, c'est pas ce qu'il décrivait, c'est qu'au lieu de partir du haut vers le bas, en partant en développant une économie locale qui respectait l'humain, qui respectait le développement, ça se reflétait sur le haut et ainsi universellement. Il y avait peut-être raison, c'était peut-être un pionnier parce que ça redevient très à la mode, cette façon de penser-là. Merci. Dernière question, peut-être? Oui, je m'appelle Jean-Pierre Grenon, je suis étudiant en assainissement et sécurité industrielle. Je suis maintenant sur le marché du travail. Je voudrais savoir, on parlait tout à l'heure qu'il y avait des postes ouverts au niveau d'un directeur régional, mais est-ce que ça va
engager d'autres offres d'emploi au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit en environnement, en écologie. Que ce projet-là de laboratoire... du développement durable va engendrer des offres d'emploi. On l'espère. C'est-à-dire que actuellement, plus il y aura de projets qui seront présentés, plus ces projets-là auront besoin d'engager des gens. Et il est certain que la structure région-laboratoire est une structure qui se veut légère et décentralisée. Et c'est une structure qui se veut naturellement génératrice d'emplois en autant que ça peut se faire. Mais les emplois seront surtout créés dans les projets de développement durable. Et donc, essentiellement, par des gens qui auront des idées, par des promoteurs. Et on n'a pas l'intention de faire un institut du développement durable qui serait une espèce de tour d'ivoire ou de groupe de travail où il y a 200 personnes qui vont travailler. La plupart des gens à qui on demande de travailler avec nous, c'est par bénévolat. Mais on commence à développer quand même quelques emplois qui seront des emplois durables, effectivement. Et les gens qui auront les compétences pour le faire, faites-les valoir, ces compétences. OK, merci. J'aurais une autre question. Le développement durable va être pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je voudrais savoir comment vous allez faire pour mettre ça à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il va y avoir des procédures établies pour mettre ça à l'échelle mondiale? L'idée du développement durable, le modèle du développement durable, il a une destinée mondiale. Nous, tout ce qu'on peut faire dans la région, c'est essayer d'expérimenter pratico-pratique qu'est-ce que ça représente dans la réalité quotidienne d'une société industrielle avancée comme la nôtre, que d'essayer de préparer le 21e siècle pour qu'il soit vivable et viable pour la population sans mettre en cause le développement d'autres populations. En espérant que vous ne soyez pas tout seul à le faire. En espérant qu'on ne soit pas tout seul. Et pour ça, l'UNESCO est très importante. Et je laisserai la parole à M. Adley là-dessus. Mais j'ai reçu une lettre le 4 février signée de Mme Francine Fournier et de M. Francesco Di Castri, qui sont les vice-directeurs généraux de l'UNESCO, responsables respectivement des affaires sociales et des affaires écologiques, et qui nous disent qu'ils sont très intéressés à participer avec nous à financer une partie des activités et, en plus de ça, à diffuser les résultats qui seront obtenus dans les expérimentations. Et de ce côté-là, donc, les expériences qu'on pourra faire ici, éventuellement, pourront être véhiculées, si elles sont positives, à d'autres groupes intéressés qui verront à les adapter à leur contexte. Alors, je laisserai peut-être M. Adley terminer là-dessus. Non seulement de répétition approche la fin du débat, seulement de répéter cette indication que Claude a donnée, que le monde où on habite, si on vraiment va vers un développement durable, ça dépend des initiatives, des actions faites dans les régions comme celui-ci. Le type des approches que vous êtes en train de monter, le type de consultation de toutes les différentes parties de la société dans votre région, le type de principe clé que vous êtes en train d'explorer, le type de projet que vous avez en vue, l'idée qu'on essaie de faire une jonction entre l'environnement et le développement par les projets qui donnent l'emploi, qui produisent les richesses, qui impliquent un engagement de secteur privé, secteur public. Tous ces aspects ont une relevance plus large que votre propre région. Et UNESCO, comme les autres organisations, comme les autres institutions en dehors de votre région, vont suivre avec beaucoup de l'intérêt l'expérience que vous êtes en train de monter. Et en même temps, je pense qu'on va nous connaître maintenant qu'il y a un endroit où ça peut être acheminé. On va connaître les expériences qui se font ailleurs. En fait, c'est ce que j'espère aussi. Je vous remercie tout le monde. Je vais répéter ce que Daniel Tremblay disait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est assez admirable, dans le bon sens du terme, de voir que vous décidez à un moment donné de mettre les feux de la rampe sur un sujet comme l'environnement dans une région qui, on sait de quoi on parle, qui est quand même éloignée des grands centres. C'est difficile d'obtenir la couverture médiatique, des choses comme ça.
Mais c'est assez admirable. Moi, je suis toujours très fier de revenir pour des raisons comme ça. Puis ça me remonte le moral beaucoup, surtout que moi, j'habite aussi dans une région éloignée de Montréal, où je vais seulement pour travailler. Je remercie aussi les gens qui sont venus ici. Dans leur cas, je pense à Laurent Maurice qui est venu en voiture, à M. Lanoux qui doit être à Québec pour 7 heures, à des gens qui vont retourner à Montréal en avion tout à l'heure. Je remercie d'avoir participé à ça. C'est vrai, M. Lanoux, vous avez raison. Il n'y a pas de petit auditoire, puis il n'y a pas de région trop éloignée, puis il n'y a pas d'initiative qui ne valent pas la peine qu'on se déplace. Parce que si on a la foi, l'optimisme, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un optimisme lucide, je crois bien. Je pense que c'est en commençant comme ça qu'on va finir par aboutir quelque part. Et que quand nous, on sera peut-être plus là au 21e siècle, ou alors bien vieux, bien, il restera un monde pour les autres. Alors bravo, particulièrement à Denis qui a été à l'origine de ça, mais à tous ceux qui ont embarqué, à la ville aussi qui a décidé de soutenir tout ça. Et ça fait vraiment toujours très plaisir. Vous nous rendez très fiers quand vous faites des choses comme ça. Merci. J'espère qu'il y aura une prochaine. Merci beaucoup. Je pense que on devrait remercier aussi Gérard Marie parce que je pense qu'il a rendu ça très agréable et je pense que comme activité de clôture du festival, je pense que c'est une activité vraiment superbe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'on a assisté en tout cas vraiment à un débat très intéressant et je pense qu'on a sans doute tous appris beaucoup de choses et je pense que on peut féliciter Gérard Marie de la manière qu'il a mené ça de main de maître et je pense qu'il mérite sûrement une bonne main d'applaudissements. Personnellement, je voudrais vraiment remercier tout le monde parce que c'est pas évident nécessairement de venir à Dolbeau ici le dimanche après-midi. Nos moyens de transport sont pas si développés que ça. Puis peut-être que ça va inciter à les développer. Puis ce que je souhaite, c'est que l'an prochain, on puisse revenir avec un tel événement du même type. Si c'est possible avec les mêmes conférenciers, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à nous dire. Je pense que chacun a pu démontrer qu'il était possible de parler d'environnement tout en étant joyeux, intéressé, intéressant. Bon, les gens ont souvent l'impression qu'il faut être dol pour parler d'environnement. Je pense qu'on a eu la preuve cet après-midi que ce n'était pas le cas. Fait que je remercie vraiment tout le monde. Je voudrais dire également qu'à Dolbeau, il va se passer quelque chose de concret au niveau de la récupération. C'est encore bien peu, mais à partir du 15 avril, M. le maire me l'a confirmé tout à l'heure, puis je vous le dis devant tout le monde, le 15 avril, la récupération de papier va démarrer. Bon, et après ce qu'on a entendu... Après ce qu'on a entendu cet après-midi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on aille plus loin que ça. Sinon, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est ce festival d'environnement-là dans une ville qui fait pas plus que ça? Je remercie vraiment tout le monde d'être présent aussi. Je sais que le dimanche après-midi, on n'a pas toujours le temps d'assister à des conférences, ça démontre votre intérêt. Et en terminant, je voudrais vous dire qu'il y a un petit buffet qui est offert par la diligence ici, c'est gratuit. C'est partie de l'offre que nous avait fait la diligence et on la remercie beaucoup parce que on a eu vraiment un très bon accueil ici. Fait que, bonjour tout le monde, puis ça clôture le festival et je pense qu'on se donne rendez-vous tous l'an prochain. Merci beaucoup, puis bon dimanche.